Ma première question Monsieur le maire. oui, concernait donc la circulation sur l'avenue Eugène Descamps, le fait qu'il y a un collectif qui s'est mis en place, l'homme essentiellement, pour intervenir sur le sujet, sur toutes les nuisances, que ce soit trafic, rodéo la nuit, etc. Et donc je voulais savoir comment les habitants rue de Paris étaient impliqués ou pouvaient s'impliquer dans la discussion. Et j'étais revenu sur le sujet d'une façon simple aussi, sur le fait qu'il nous manque... il y a eu des discussions dans le passé, des promesses faites sur éventuellement un rond-point en haut de la rue Vierson pour arriver à sortir du quartier Verguel de façon raisonnable le matin ou le soir. Qu'est-ce qu'il en est parce qu'on n'a pas de solution non plus pragmatique sur le sujet. Aujourd'hui, si on veut sortir, on doit partir d'abord vers Lomprey, Péranchy, pour revenir aussi au premier rond-point, faire le tour par le premier rond-point pour repartir vers l'Homme, ce qui est un peu aberrant dans le fonctionnement. Alors c'est une question, vous voyez ce que c'est la rue Eugène Descamps? La rue Eugène Descamps, c'est celle qui part de la voie rapide avec les pompiers de l'Homme, il y a un rond-point là, et qui va vers l'avenue de Dunkerque. Oui. Et donc c'est effectivement une rue qui est lomoise. Hein, donc quand on vient d'Anglos, c'est la sortie de la voie rapide avant la sortie Lambersart. Donc et on arrive à un rond-point, et là il y a une rue qui va vers l'avenue de Dunkerque. Donc c'est une rue essentiellement lomoise, mais Lambersart est concerné, puisque quand on va vers l'avenue de Dunkerque, c'est à gauche, il y a tout ce quartier de la rue de Paris, et après il y a un petit lotissement de la rue de Madrid qui est sur le territoire de Lambersart. D'ailleurs ce lotissement est enclavé parce que pour y avoir accès, on doit passer par cette rue Eugène Descamps qui est sur l'Homme. Alors sur la rue Eugène Descamps, on a été tous les candidats ont été interpellés avant les élections par ce collectif. Donc j'ai rencontré ce collectif. Ils se plaignent de la vitesse, ils se plaignent du nombre de poids lourds qui passent. Les services de l'Homme ont comptabilisé, il y a 1000 poids lourds par semaine qui passent sur cette rue. Et donc moi je leur ai apporté une réponse simple qui était je ne sais pas ce qu'il faut faire, parce que moi je suis médecin, je suis psychiatre, je ne suis pas urbaniste, je suis pas. Donc moi je ne sais pas, mais vous devez sans doute avoir des idées et ensemble on peut trouver quelque chose. Et donc du coup, le maire de l'Homme, qui a aussi été interpellé, Roger Vico, et moi, on a décidé d'organiser une réunion. C'est mardi, me semble-t-il. Mercredi. Mardi prochain, avec tous les riverains concernés. Mercredi 9 septembre à 18h. Et en fait, jeudi, j'ai réalisé que les riverains, effectivement, rue de Madrid et l'immeuble Villogia qui est là, avaient été invités, mais pas le quartier rue de Paris. Donc du coup, j'ai demandé qu'on fasse une distribution pour que tout le monde puisse y participer. Et donc la réponse que je vous fais sur qu'est-ce qu'on peut faire, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, vous allez l'entendre peut-être tout au long de l'interview, je ne suis pas omniscient. Je ne suis pas un maire qui décide pour les autres du haut de mon bureau, tiens j'ai une super idée, on va faire ça. J'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que si on met autour de la table des gens qui sont concernés directement, parce qu'ils habitent sur la rue Eugène Descamps, ou qui sont concernés indirectement, parce que c'est un lieu de passage pour accéder à chez eux, et on va trouver une solution. Alors, il y a des solutions sans doute irréalisables, mettre cette rue en sens unique, c'est sans doute pas possible, mais il y a des solutions qui sont sans doute réalisables et qui ne peuvent pas être envisagées uniquement par les politiques ou par les services techniques de l'AMEL. Les techniciens de l'AMEL, ils ont des tas d'idées, mais ils n'habitent pas sur place non plus. Donc ils ne savent pas. Et c'est en réunissant tous ces gens autour de la table que sans doute émergeront des solutions. Après, on verra lesquelles sont sur un plan financier possibles à mettre en œuvre. Lesquels ne sont pas possibles. Mais en tout cas, c'est un vrai problème, et c'est un problème, et vous le voyez, qu'on va prendre à bras le corps, parce que je rappelle qu'on est élu depuis le 3 juillet,
et que là Oui, on organise une réunion on là-dessus. comprend bien que ça se fait progressivement. Non, mais bon, Mais donc bon, c'est... c'était une question d'implication Ouais. des riverains qui ne sont pas cités en fait dans le courrier. Mais effectivement, le collectif, au départ, il est lomois, parce que c'est essentiellement eux qui sont gênés, mais on souhaite impliquer tout le monde. Donc, invitez vos adhérents à venir mercredi, D'accord. parce qu'après, ceux qui ne sont pas là peuvent toujours dire ah, on ne m'a pas consulté. On ne savait pas. Effectivement, hein, quand on réfléchit, c'est tous ensemble. Alors, question complémentaire, si vous me permettez. Municipalité précédente, on avait évoqué la possibilité de désenclaver aussi le quartier Verguel, sortie vers l'Homme, est compliqué le matin, à un point que lorsqu'on veut quitter le quartier, quand on arrive sur la rue Eugène Descamps, le meilleur moyen pour s'en sortir, c'est encore de commencer par tourner à droite, faire le tour du rond-point et revenir pour partir vers l'Homme. Un rond-point avait été évoqué par M. Daubrest. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce qu'il y a des plans futurs sur cette voie? Alors écoutez, je vais être très clair. Les promesses qui ont été faites, et elles ont été nombreuses, par mes prédécesseurs, lorsque ce sont des promesses orales ou même par mail, mais qui n'ont entraîné derrière aucune réflexion, aucun début d'action, je ne les défendrai pas. Parce que mes prédécesseurs avaient l'habitude, face à un problème, lorsqu'ils rencontraient des citoyens, de leur dire pas de problème. Je vais mettre une caméra devant chez vous, pas de problème. Je vais faire un rond-point là, pas de problème. Je vais faire ça. Et du coup, les gens partaient de cette réunion en étant contents. Parce qu'ils avaient l'impression d'être entendus et que voilà, leur problème allait être résolu très rapidement. Et là aujourd'hui, je reçois des tas de gens qui me disent ah, M. Daubrest m'avait promis que, M. Daubrest m'avait promis que, mais... ok. Il a fait quoi? Rien. Donc, moi je promets pas. Donc je vous dis pas vous aurez un rond-point. Je dis oui, c'est un problème. Oui, c'est un problème l'enclavement de ce quartier. J'ai pas la solution. Mais ensemble, on va réfléchir. Et on va trouver des solutions. Si les solutions ne sont pas réalisables, on ne les fera pas. Il va falloir trouver des solutions réalisables. Mais moi, je ne fais pas de promesses. Il y a 3 mois, on était en campagne. J'ai rencontré des tas de collectifs de tous les quartiers, de toutes les rues. Et jamais, alors qu'on était en campagne et qu'on voulait être élu, hein, on s'entend bien, jamais j'ai fait une promesse. J'ai toujours dit, ce problème-là est un vrai problème. On peut parler de l'avenue Bécard, on peut parler les pistes cyclables. Ce problème est un vrai problème. Nous, on n'est pas du genre à se voiler la face, à voiler les problèmes. On va les affronter. Et les affronter, c'est quoi? C'est réunir les gens et ensemble trouver des solutions. Et ce d'autant plus que bien souvent, quand on écoute les personnes concernées, les solutions, elles les ont. Parce qu'ils ont réfléchi, et donc il suffit d'écouter. Après, il faut mettre en musique ces solutions, il faut les solutions techniques, bien sûr. Mais les solutions, en tout cas l'idée de la solution, elle vient des gens. Et donc, donc moi, je ne vais pas vous dire oui, il va y avoir un rond-point. Dans tous les dossiers qu'on m'a présentés, je n'ai pas vu une réflexion sur un rond-point à la sortie de votre quartier sur la rue Eugène Descamps. Ça avait été annoncé effectivement en assemblée générale d'association. Ouais. Mais on attendait effectivement un démarrage de réflexion, parce que c'est ce qui avait été convenu, c'est qu'au moment où ça serait lancé d'un point de vue débat, nous serions recontactés pour y participer. Bon, ben, je ne sais pas ce qui a été convenu. Ce que je sais, moi, c'est que là, vous êtes invité mercredi à la mairie de l'Homme et que c'est là qu'il faut aborder l'ensemble des problèmes. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas juste de dire bon, on va tout solutionner en mettant un feu à cet endroit-là. Non, non. Il faut réfléchir à toute l'avenue Eugène Descamps. Parce que quand on y aura réfléchi et qu'on va aller voir la MEL, bon, ça va coûter un peu d'argent, donc il va falloir défendre. Mais s'il y a le maire de l'Homme et s'il y a le maire de Lambersart, c'est possible quand même qu'on ait un petit peu de poids. Bon, la MEL va dire ok. Mais si 2 ans après, on revient en disant « Ah, au fait, on avait oublié, il va falloir faire ça aussi », là, ils vont nous dire « Attendez, non, on vient de mettre 100 millions sur la table, ou je ne sais pas combien sur la table, on ne va pas rajouter, d'accord ?» Donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette réflexion intelligente, collective et globale surtout, avec une cohérence sur les flux de circulation. Donc venez à cette réunion-là, d'accord? Mais je redis, hein, parce que peut-être... les promesses orales de mes prédécesseurs étaient des promesses pour moi électorales plus qu'autre chose. Hein.
Et j'en ai des tas d'exemples. Donc oui, je voulais revenir au niveau de Lamel. On sait que vous êtes donc au niveau de Lamel dans l'opposition de Lamel. Ouais. On sait bien aussi que donc Lamel joue un grand rôle sur la ville. Comment vous allez faire entre guillemets rayonner Lambersart en étant dans l'opposition et en trouvant aussi, comme les autres villes de 30 000 habitants, la place pour Lambersart? En fait, Lamel, il y a deux niveaux. Il y a un niveau technique et un niveau politique. Alors, l'AMELM est tenu par des règles techniques qui fait que personne ne doit être lésé. Donc, chaque ville a droit à des travaux, à une prise en charge. À ce niveau-là, c'est pas politique. Heureusement qu'il y a des règles. Si c'était que du favoritisme, ça serait dramatique. Après, c'est vrai qu'en étant vice-président, peut-être, c'est plus facile, parce qu'on rencontre le président, plus facile de passer certains obstacles. Et je dis peut-être parce que je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que on fait de la politique pour changer la vie des gens, mais on ne fait pas de la politique pour être malheureux. Et mon souhait, c'est que chacun de nos élus puisse être heureux de ce qu'il fait et fier de ce qu'il fait. Et aujourd'hui, à Lamel, enfin en tout cas il y a 2 mois à Lamel, il y avait 2 candidats, M. Castelin, M. Elgest. Il y a un candidat qui a voté des projets qui prêtent à discussion, le grand stade, le choix du fabricant du grand stade, dont on sait que là il y a une enquête en cours. Il y a un candidat qui unilatéralement a décidé qu'on allait vendre le siège de Lamel à côté du cimetière de Lille, de l'Est. On va aller vendre et on allait louer un autre siège qui n'est pas vraiment adapté, qui est pas loin mais qui n'est pas vraiment adapté. Donc on vend du patrimoine et après on loue. Alors c'est vrai que sur 15 ans, la vente c'est 95 millions d'euros et la location, il vaut mieux vendre que louer, mais sur 30 ans, au bout de 30 ans, on n'a toujours rien, tandis que là on avait. Donc un candidat qui a fait des choix qui pour moi n'étaient pas ni cohérents ni politiquement corrects. Et puis on avait un candidat qui lui a une morale politique. Et moi je ne veux pas être malheureux et je ne vais pas suivre des candidats dont je ne partage pas la morale politique. Alors beaucoup me disent Lambersart, c'est la 7e ville de Lamel, vous auriez pu avoir une vice-présidence, et du coup Lambersart est sacrifié à cause de votre morale politique. Et je leur dis, non, Lambersart n'est pas sacrifié parce qu'il y a ces équilibres techniques qui font qu'il y a plein de choses qui se font à Lamel, et depuis 2 mois, Lamel est intervenu sur un certain nombre de problématiques lambersartoises. On rencontre Lamel dans quelques temps pour nos projets. D'accord. Donc non, il y a l'aspect technique, mais sur l'aspect moral, sur l'aspect exemplarité, c'est une règle de conduite et on ne dérogera pas à cette règle de conduite. Donc dans tous les cas, je ne suivrai pas un homme politique dont la morale politique ne me paraît pas convenable. Mais dans 6 ans, vous me ferez peut-être le reproche, et on fera le bilan, du fait que Lambersart a été délaissé par Lamel. Je prends le pari que Lambersart ne sera pas délaissé par Lamel, parce que Lambersart a une équipe motivée et dynamique qui va aller activer toutes les sonnettes à Lamel pour faire bouger et surtout pour mettre en œuvre le programme qu'on a défendu de la transition écologique, du lien social et de la démocratie participative. Mais bon, peut-être je me trompe et peut-être dans 6 ans, vous aurez raison de me dire vous avez fait un choix qui a lésé Lambersart. Mais bon, je suis sûr que non.
Allons-y. Moi j'ai une question qui est beaucoup plus terre à terre, qui j'en ai bien conscience, a moins d'impact que vos problématiques sécuritaires, parce que je constate que c'est pas marrant. C'est en rapport avec le sport et les enfants. Je suis Lambersartoise depuis 15 ans, je trouve qu'on a de très belles infrastructures et c'est malheureux, on ne peut pas les utiliser. Elles sont là, mais elles ne sont pas disponibles. Notamment, je parle de la piscine, parce qu'elle est utilisée pour les scolaires, tout ça. Mais pendant les vacances et puis les soirs, finalement, on peut y aller de 10 à 11 le samedi matin. Donc si on n'a pas envie, le 10 à 11 le samedi matin, c'est foutu. Donc ça, c'est une problématique. Quand est-ce que les familles peuvent profiter de cette piscine qui est quand même, entre guillemets, la leur? Et ma deuxième grosse problématique, mais qui est en lien, c'est quelle horrible décision d'avoir fait fermer, je sais c'est pas vous, c'est avant, mais n'empêche qu'aujourd'hui c'est toujours fermé, le stade de basket et de foot qui est derrière la salle du béguinage, parce que c'est un stade dans lequel beaucoup d'enfants allaient jouer au basket et au foot. Et malheureusement, à ce qu'on m'a expliqué avant vous à la mairie, c'est que les populations environnantes ont été perturbées par le bruit de gamins qui n'avaient rien à faire sur un stade de basket. Et donc la seule et simple réponse de la mairie, on le ferme. Super, sauf que quand même, il y a des basketteurs à Lambersart, il y en a vraiment beaucoup. La JFL, c'est un club qui est énorme. Et il y a au moins mon fils et 3 autres. Et ce stade est fermé à longueur d'année. Il est ouvert que pour le collège, parce que 2-3 personnes se sont plaintes du bruit. Mais le stade est là depuis longtemps. Ceux qui font du bruit, ce ne sont pas des basketteurs, ce sont des gens incivils si vous voulez. Mais moi je trouve qu'il est dommage de punir des basketteurs parce que certains ont fait du bruit. Tout à l'heure vous disiez, j'ai pas les solutions à tout. Moi j'en ai une simple, ce stade il a une grille. Que quelqu'un vienne ouvrir la grille le matin et la fermer le soir. À 20h. À 20h un enfant est chez lui et puis c'est tout. Après si à 20h... parce qu'apparemment les bruits étaient plutôt nocturnes. Que le stade soit ouvert la journée ou pas, ça ne changera pas au bruit nocturne. Moi j'ai vu des gamins qui passaient au-dessus des grilles pour faire tout sauf du basket. Voilà. Alors quand j'ai demandé ça précédemment, plusieurs fois, on m'a dit non, il a été décidé de le fermer et puis c'est comme ça, pas autrement. Moi je trouve ça bien dommage parce que malgré tout ce stade il est au Lambersartois. Et on m'a rétorqué aussi, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a celui du Paco qui est tout le temps occupé. Et pour dire les choses clairement, quand on y va, on remarque qu'on n'est pas forcément les bienvenus. Et puis il y en a un aussi qui est près d'une autre salle de sport. Moi je suis du bourg, il n'est pas du tout dans mon quartier, il est loin. Prendre la voiture pour faire du basket alors qu'il y a un stade au bourg, c'est quand même dramatique. Franchement, je ne vois pas le problème. Si vous allez me dire, ça fait intervenir quelqu'un à la mairie, mais c'est pour aller ouvrir une grille le matin, la fermer le soir, ne serait-ce que, je ne sais pas, les mercredis, les samedis, même pas tous les jours. Parce qu'il y a école de toute façon, puis il y a les collèges qui doivent utiliser ce stade. Mais la solution ne me paraît quand même pas miraculeuse. Mais le problème est véritablement d'envergure. Alors, c'est pas du tout comme le vôtre, je suis d'accord. Mais la solution que vous proposez, elle existe déjà, parce que si on prend le parc Saint-Pierre, il y a une fermeture effectivement, oui. de 18h, je pense. 20h. Et 20h, il y a bien quelqu'un qui doit y aller, s'assurer que plus personne est dans le parc pour pouvoir fermer. Donc pourquoi on n'a pas quelques points comme ça qui sont l'objet d'une routine un détour. C'est simple. Ça me paraît tellement peu impossible. Surtout qu'on ne vise pas les bonnes personnes. Il a été fermé pour bruit. J'imagine que c'était des gens qui ne faisaient pas du bruit de ballon. On ne vise pas les bonnes personnes et puis elles sont lésées. Et puis je pense que cette question relève aussi d'une question plus profonde, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a une tranche d'âge des jeunes qui n'ont peut-être pas l'âge d'y aller à Lille pour s'amuser, mais qui doivent rester sur Lambersart. Ils n'ont rien comme installation ou comme lieu social pour pouvoir s'amuser, se rencontrer, faire des choses. Donc je pense qu'il faut dire que Lambersart, dans certains aspects, il est un peu mort, alors qu'on a plein de gens, plein de
plein de gens. Et puis voilà, ils n'ont aucun endroit pour y aller. Et puis les seuls qu'ils ont, ils sont fermés pour eux. Donc c'est vrai que ça pourrait être un endroit où les enfants se rencontrent et puis ils puissent faire quelque chose en autonomie. Et puis continuer effectivement à agrandir cette vie sociale qui devrait être beaucoup plus riche. D'autant qu'il existe. Et la tranche d'âge dont on parle, c'est 12-16 ans, enfin à peu près. Quoi. C'est vrai qu'après, les choses sont différentes, mais entre 12 et 16 ans, à Lambersart, quand on veut les sortir des écrans, on se dit « Oh, il y a la piscine. Ah, c'est dommage, elle est fermée. Ah, bah va faire un basket. Ah, bah tu peux pas. Au bout de la rue. Bah non, tu peux pas. Non. C'est simple, hein, mais... c'est pas moi qui ai posé les questions, hein, donc, et on n'a pas payé ces dames pour poser ces questions-là, qu'on s'entende bien. Alors là, je suis 100% et beaucoup plus d'accord avec vous. Super. Ah non, mais je vous l'ai dit, on a fait une campagne pour la transition écologique, le lien social, la démocratie participative. Le lien social, c'est oui, avoir des lieux où on peut se retrouver. La piscine de Lambersart, elle est là depuis 30 ans au moins, les Lambersartois ne peuvent pas y aller. Ça n'est pas normal, c'est la seule piscine de la métropole lilloise où c'est comme ça. Pendant 30 ans, on nous a dit ah non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, ça va faire exploser le budget, Bush, il est complètement inconséquent, il dit qu'il va l'ouvrir, ça n'est pas possible. On est arrivé le 2 juillet, d'accord ? Là, cette piscine, elle est ouverte et elle va être ouverte toute l'année pour les Lambersartois. Pas sur tous les créneaux, bien sûr, parce qu'il y a les écoles, parce qu'il y a un club qui l'occupe, mais il y a des créneaux tous les jours qui vont être ouverts aux Lambersartois. Super. Et c'était déjà le cas cet été, d'accord ? Donc voilà. Après, là, on est embêté par le Covid, où effectivement, ne peuvent s'y rendre que des nageurs, parce qu'il faut nager. D'accord, donc du coup, les familles et autres, pour l'instant, les familles qui savent nager, oui, mais avec des petits-enfants, on ne peut pas. Mais c'est à cause du Covid, enfin, c'est à cause des règles qui sont imposées par rapport au Covid. D'accord, mais la piscine, clairement, c'est pas difficile. Je vais vous dire ce qu'on a fait. On est allé voir les personnes qui travaillent à la piscine. Et on leur a dit, on veut ouvrir la piscine au Lambersartois. Et ces personnes, elles nous ont donné des solutions. Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. On a écouté. Et on a fait ce qu'elles ont préconisé. Et la piscine, elle est ouverte au Lambersartois. À cause du Covid, elle est ouverte. Enfin, la jauge est limitée, c'est des créneaux, bon d'accord, donc c'est pas comme on voudrait, mais bon. Mais dans les faits, quand on sera sorti de cette crise du Covid, elle sera ouverte. Et l'association peut continuer à exercer ses activités, les scolaires où les centres aérés peuvent continuer à y aller, mais les Lambersartois peuvent y aller et pourront y aller sur des créneaux. Donc là, je suis complètement d'accord avec vous. C'est quelque chose qui nous énervait, on a fait campagne aussi là-dessus et on l'a mis en œuvre dans le mois qui a suivi l'élection. Donc voilà. Mieux. Et de mémoire, je crois que c'est 2 € le ticket d'entrée, je pense. Donc et on a communiqué d'ailleurs sur Facebook là-dessus, non ? Sur l'ouverture de la piscine. L'ouverture sera sans doute le 19, le samedi matin de 8 à 12. Mais cet été. Ah oui, cet été, on a communiqué. Ouais. C'est vrai que... Bon. Lors des années précédentes, elle était ouverte l'été. Hein. Ouais. Pas toujours, Oui, mais de l'été, temps en temps. ouais. Moi, je parle dans l'année, en fait. Parce que... Et dans la semaine. Mais là, il y aura des créneaux la semaine. Hein. Ouais. Non, bah, très bien. Bon, donc sûr. Très Il y bien. a l'adjoint au sport que j'ai croisé là-bas et c'est lui qui s'occupe de ça. Et donc ça, je suis complètement d'accord avec vous et ça sera fait. Sur l'histoire du stade, j'en ai pas entendu parler. Et vous savez qu'il est fermé. Non. Ah, voilà. Avant, il était ouvert. Hein. Ouais, mais... C'est pas bien, hein. Je sais pas, il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Non, mais... Non, il était ouvert, on y allait régulièrement. Mais Là, il est fermé. j'entends. Donc là, j'ai pas la réponse technique parce que je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que on est vraiment dans une dimension de dire les équipements publics Lambersartois, ils doivent être ouverts aux Lambersartois. C'est comme ça, c'est le bien commun, donc il faut qu'il soit ouvert. Alors après, il faut respecter une certaine hiérarchie, c'est-à-dire que les associations qui
qui ont un créneau sur une salle ou autre, bien sûr, sont prioritaires par rapport aux Lambersartois. La piste d'athlétisme, par exemple, il y a un club d'athlétisme qui l'occupe à certains moments. Effectivement, c'est eux qui l'ont et les gens ne peuvent pas venir courir à ce moment-là, mais le reste du temps, ils peuvent venir courir. Donc on est pour cette ouverture. Le problème des ouvertures, peut-être sans doute de la fermeture de ce terrain-là, c'est le problème plus général de comment faire régner une espèce de sécurité. Alors, je dis espèce de parce qu'à Lambersart, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de règlement de compte à la Kalachnikov non plus. Hein. Mais effectivement... Et donc ça, c'est un autre problème plus large, qui est celui de la sécurité. Et moi, je suis convaincu qu'il faut du personnel municipal en tenue, donc soit des ASVP, soit des policiers, qui soient dans la ville, qui circulent dans la ville, qui circulent à pied, à vélo dans la ville. Et ça permet bien souvent, en discutant, de régler ces problèmes-là. Or, jusqu'à présent, là actuellement on a 9 policiers municipaux pour une ville de 30 000 habitants, c'est complètement insuffisant. Bon. Donc l'idée c'est quand même d'augmenter la présence de la police municipale. Je ne peux pas recruter 9 policiers municipaux supplémentaires là cette année pour des raisons financières, mais à terme on souhaite augmenter vraiment la présence des policiers municipaux dans la rue. Et donc du coup, ce problème que vous décrivez où il y avait des incivilités, du bruit, des jeunes qui squattaient ou je sais pas quoi, la solution peut-être, parce que je ne connais pas le problème, peut-être ça a été de dire on va fermer, ce qui en plus n'est pas vraiment une bonne solution parce que à mon avis ces jeunes qui squattent sont capables d'escalader les grilles. Donc, oui, c'est ce qu'ils font. Ouais. Donc bon voilà, mais ces solutions simplettes, c'est pas le genre de solution que nous on applique. C'est pas le genre de solution qu'on va appliquer. Donc moi je vous demande là sur ce point-là, si vous voulez bien, de me renvoyer un mail, d'accord, vous reprenez tout ce que vous m'avez expliqué là, pour que je puisse demander des explications au service et savoir un petit peu l'historique, parce qu'il y a peut-être des choses aussi que vous ne savez pas, que je ne sais pas et qui expliquent ça. Donc je veux dire, je vais pas. Il faut que j'ai toutes les informations, toute l'explication pour pouvoir après prendre des décisions qui soient cohérentes. Là, je peux vous faire plaisir en disant oui, on va le rouvrir, mais bon, il faut que j'ai toutes les informations et qu'on voit ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une autre solution pour résoudre le problème qui a entraîné la fermeture que de fermer bon. Mais bien sûr qu'il faut. Et dernier point sur la jeunesse, c'est pareil. Là, je parle de la sécurité où il y a 9 policiers municipaux. Le service jeunesse à Lambersart, c'est 3 personnes. C'est que 3 personnes. C'est 3 personnes qui doivent s'occuper de tous les jeunes à Lambersart, qui doivent proposer des activités pour les jeunes à Lambersart. D'où la question de mon ami, effectivement. Les ados aujourd'hui, c'est difficile de les Bien occuper. Bien sûr, elle a été délaissée. Mais après, vous allez dire que je casse. Bien sûr, oui, je casse du sucre. Non, mais voilà, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Demain, qu'est-ce qu'on fait avec les ados bien sûr. Mais donc là, cet été, il y a eu des centres de loisirs. Bon, avec le Covid, ça n'a pas été simple non plus, mais bon, j'ai découvert que les centres de loisirs fermaient la dernière semaine des vacances. Il n'y a pas de centre de loisirs la semaine des vacances. Là où éventuellement tout le monde est revenu de vacances, où les parents ont repris le travail, et puis cette semaine-là où, sans aucun doute, il faudrait proposer des choses avant la rentrée au Lambersartois, il n'y a pas de centre de loisirs. C'est n'importe quoi. Et l'année prochaine, il y aura des centres de loisirs la dernière semaine des vacances. Alors sous prétexte qu'il faut nettoyer les classes et autres. Ok, il faut les nettoyer. On mettra les moyens pour nettoyer les classes le dernier jour, le vendredi peut-être. Ok, là il n'y aura peut-être pas, parce que j'entends bien qu'il faut nettoyer. Mais on trouve des solutions et qui permettent de bien vivre à Lambersart. Donc cette histoire de terrain, j'en ai pas encore entendu parler, et donc j'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Donc renvoyez-moi un mail et je vous répondrai. Mais sur l'idée générale d'ouvrir les biens communaux aux Lambersartois, c'est notre philosophie et c'est ce qu'on va mettre en œuvre. L'exemple, c'est la piscine. C'est une piscine et techniquement, non pas techniquement, organisationnellement, le fait d'avoir un agent, même pas tous les jours, parce que c'est rien, il y a le collège, l'école ou autre, mais d'avoir un agent qui ouvre le mercredi matin, le samedi matin, le dimanche matin et qui ferme le soir,
Non, mais on a des gardiens de parc qui ouvrent et qui ferment les parcs. Voilà, Donc, c'est un donc détour il par peut- la salle. Donc Là, ça peut ils peuvent solutionner ouvrir. les deux Ouais. problèmes. Ah quoi. oui, oui. Le mien et celui des petits vieux qui disent qu'il y a trop de bruit. Enfin, Non, non, mais le ça problème me de paraît tellement l'ouverture, pas difficile. le problème de l'ouverture et de la fermeture n'est pas un problème. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Donc, Non, mais c'est parce que vous parliez d'agents municipaux, enfin d'agents de policiers, quoi. Ouais. Je suis pas sûre qu'on en ait besoin la journée, en fait. Je pense pas que les gens fassent ce bruit-là. Enfin, j'en sais rien. Faut demander à ceux qui ont râlé, mais ce qui se passait comme problème. Mais nous, on l'a Non, mais- fréquenté des dizaines de fois, le terrain, il se passait rien bien la sûr. journée. Mais on était là la journée, nous, bien sûr. Non, le problème, c'est que les agents municipaux travaillent la journée. Mm. D'accord ? Et on n'a pas les moyens financiers, et on n'aura pas les moyens financiers, ne me faites pas dire ce que je dis, on n'aura pas les moyens financiers d'avoir des policiers municipaux la nuit. Ouais. D'accord ? Il y aura des policiers municipaux la journée, mais il n'y en aura pas la nuit. Sauf que dans leur contrat, il est quand même écrit que spécifiquement sur une action donnée, on peut les mobiliser en soirée ou la nuit. Et donc s'il y a un problème qui est identifié sur un lieu très précis, récurrent ce problème, la nuit, on peut à un moment monter une opération. Mhm. La police nationale ne va pas s'en soucier. Parce que c'est pas un crime, c'est pas répréhensible Ouais, que de bien se sûr, réunir bien sûr. dans un lieu la nuit. Bon voilà, donc la police nationale n'intervient pas là. Donc on ne peut pas compter sur la police nationale. Elle interviendrait s'il y avait trafic de drogue, elle interviendrait s'il y avait des agressions. Mais bon, voilà, des jeunes qui se réunissent, on est en France, c'est un pays de liberté, on a le droit de se réunir la nuit, d'accord ? Bon, mais du coup, on ne peut pas solliciter la police nationale pour ça. Mais la police municipale pourrait intervenir s'il y avait une problématique identifiée de ce genre, de tapage nocturne, de nuisances nocturnes. Voilà. Mais là, je vous dis, ils sont 9 cet été, ils étaient 4 en vacances, 4 là, donc voilà, on ne peut rien faire. Mais sur quelque chose comme ça, on peut résoudre le problème en demandant une opération spécifique à notre police municipale. Ah, je ne sais pas s'il existe encore le problème. Non, Faut là il demander, n'existe peut-être plus, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas sur le principe, oui, rouvrir, enfin, sur le principe, sauf s'il y avait des éléments que vous ne connaissez pas, que je ne connais pas, qui interdisaient l'ouverture, mais je vous en ferai part, s'il y avait des éléments comme ça. Mais sur le principe, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est à nous, quoi. Ouais. Enfin, les Lambert-Sartois. Oui, oui. Et les riverains, sans aucun doute, ne seront pas d'accord, mais les riverains, quand ils ont acheté ou quand ils ont construit leur maison, Le stade était là. savaient qu'il y avait un stade. Entre nous, ça va être le même problème avenue de l'Hippodrome, je vous le dis. Donc vous voyez, avenue de l'Hippodrome, au stade fort, là, où il y a des immeubles de luxe, un immeuble de luxe qui va être vendu. Les gens qui achètent là, ils ont d'un côté l'avenue de l'Hippodrome, qui est quand même un peu bruyante, de l'autre côté, terrain de sport, hockey, foot. Moi, ils vont acheter, ils ont acheté cher. Dans 5 ans, ils vont venir en délégation dans mon bureau en disant Faut arrêter le que foot. le maire, il faut arrêter le foot. Il faut arrêter le foot parce que c'est bruyant, il faut fermer à 20h. Je le sais, je le sais. Et je leur dirais non. Non, parce que moi, Le stade était là. le stade était là, et puis c'est le bien commun. Enfin, après, bien sûr, on ne va pas jouer au foot jusqu'à 2h du matin. Mais, bon, enfin voilà, aparté pour le truc. Et puis après, sur le service jeunesse, où c'est pareil, les jeunes n'ont pas de salle à disposition. Enfin, et il y a plein de choses. Là, c'est pareil, c'est un problème qu'on aborde. On est en train de leur chercher une salle qui puisse les accueillir, parce que l'hiver, on sort du lycée à 17h. Qu'est-ce qu'on fait ? On retourne chez soi ? On fait quoi ? Je sais pas. Donc, on est en train de chercher une solution. Je pense qu'on va la trouver. Enfin, elle n'est pas encore tout à fait sûre, mais je pense qu'on va la trouver. J'ai peut-être une question qui est en lien aussi avec cette question des vies sociales à Lambersart, c'est qu'en fait, nous, on n'a pas un véritable centre-ville. Ouais. Ce qui fait qu'effectivement, les plus grands, on n'est pas bloqué comme les ados, on part. On y va à Lille, on y va en Belgique ou autre. Je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, on a d'espace, on a une ville que finalement on n'habite pas, seulement on habite chez nous. Et là, il y a tous ces travaux qui se font près d'André Malraux, etc., et qui pourraient être peut-être un petit début d'un sort de centre de ville, mais qui a aussi beaucoup de voitures autour.
Dans cet endroit-là, par exemple, pendant les Noël, c'est ferme et il a un joli marché de Noël ou autre. On peut voir qu'en fait, pourquoi seulement à Noël, pourquoi ça ne serait pas une chose qu'on pourrait faire les week-ends avec un marché et puis d'un coup, quelque chose qui rentre dans un dynamisme. Donc c'est peut-être dans le long terme parce que ça a des implications urbaines et d'autres types. Mais voilà, il est vrai que, par exemple, le week-end dernier, en vélo, on était parti vers Vambrechy, je pense que ça s'appelle. Au long de la rivière. Il est vrai qu'il faisait bon, il avait 2-3 terrasses, les gens étaient en train de prendre un verre, c'était un dimanche. Il avait un marché, il avait une petite boutique, les gens attendaient pour acheter sa baguette, donc il avait une vraie vie, un vrai dynamisme. Et ici, en fait, il n'y a pas, à chaque fois on doit partir à droite à gauche. Il y a un petit marché, mais c'est les mardis et les jeudis, donc tout le monde travaille. Je dis les marchés parce que les marchés, c'est un lieu de rencontre où tout le monde peut y aller et que ça génère normalement beaucoup de dynamisme. Donc, quelle est votre idée? Je donnais cet exemple, mais c'est peut-être pas à cet endroit que les centres-villes devraient être. Mais en tout cas, comment vous envisagez il y a très peu de restos, très peu de bars, très peu d'endroits où les gens peuvent aussi se rencontrer. Alors, le problème du centre-ville, c'est, je suis complètement d'accord avec vous, un vrai problème. Donc là, nous avons été élus en 2020, après une campagne, mais en 2014, on avait déjà candidaté pour être élu. Hein. Et dans notre programme de 2014, il y avait deux axes forts. Il y avait la voie verte, qui est une voie vélo, dont on parlera éventuellement, et il faut un centre-ville à Lambersart. Et on avait dit, si on est élu, on va développer un centre-ville à Lambersart, au bourg, à côté de Saint-Calix, la salle Malraux, il y a la médiathèque Saint-Calix, la salle Malraux, en face il y a un espace vert, il y a de quoi faire. Donc en 2014, on avait vraiment beaucoup communiqué là-dessus. En 2020, dans la campagne qu'on a menée, on n'a pas parlé du centre-ville. Et on n'a pas parlé du centre-ville parce que malheureusement, entre 2014 et 2020, la situation financière de Lambersart s'est dégradée massivement. Et donc, on n'a pas les moyens de mettre en place ce centre-ville. Donc on n'en a pas parlé parce qu'on sait qu'on ne pourra pas le faire. Et je l'ai dit, je ne fais pas de promesses, donc on n'a pas parlé de ça. Et donc on ne pourra pas, là, dans les années qui viennent, faire un vrai centre-ville. En revanche, il y a quand même des travaux qui se font rue du Bourg, là où on va tout refaire. Enfin, tout est refait d'ailleurs, quasiment. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas comme ça qu'on aurait fait, mais bon, voilà, c'est comme ça que ça a été décidé et c'est comme ça que ça sera, donc on doit s'adapter. Et donc notre idée est de mettre en place, de développer un marché, sans doute le samedi matin. Et alors, vu la répartition de l'espace, ça sera sans doute, quand on est devant l'entrée de l'église Saint-Calixte, sera sans doute sur le parvis qui est à gauche. D'accord ? Après je dis ça, mais c'est le seul lieu où on pourrait tenir ce marché, sauf à le tenir sur la rue et bloquer la rue. Bon, enfin, pourquoi pas, les choses sont à réfléchir. Mais il y aura un marché le samedi matin là. Parce que un marché, c'est un lieu de rencontre. Puisqu'on n'a pas de centre-ville, bon, on peut quand même faire ce lieu-là. À côté, ou pas loin en tout cas, il y a les Halles, et finalement on sait que le chaland fait venir le chaland, et qu'il y a les commerçants ont toujours peur en disant oui, mais il n'y a qu'une part de gâteau, et si vous faites venir quelqu'un à côté, il va prendre ma part de gâteau. Mais dans les faits, ça fait venir plus de monde, et du coup... Donc on va faire ce marché-là parce que c'est là qui est identifié comme le centre-ville. C'est aussi à 150 mètres du Paco, où avant il y avait un marché et tous les gens du Paco se plaignent que le marché ait disparu. Donc là, ça ne sera pas dans le Paco, parce qu'on sait aussi que faire venir Lambersartois dans le Paco, c'est pas simple, il y a une appréhension. Donc c'est juste à côté aussi pour que les gens du Paco puissent sortir du Paco et aller là. Donc oui, on va faire ça. Bon. Sur cette rénovation de la rue du Bourg, qui est une rénovation de voirie, on a constaté, dès qu'on est arrivé, que dans les plans qui étaient présentés,
on avait décidé d'installer des arbres, bon, d'accord. Sauf que ces arbres, il avait été prévu qu'ils doivent pousser dans un bloc, dans une espèce de bocal, là, d'1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, 1 mètre cube. Et on sait bien qu'un arbre a besoin de racines, et que ces racines contenues dans le truc, donc on va planter des arbres, on va payer très cher, et puis 2 ans après, les arbres, ils n'auront pas pris racine, parce que enfermés, et ils vont mourir. Bon, voilà. D'ailleurs, on a plein d'autres exemples ici à Lambersart où c'est le cas, où on plante des arbres et ils meurent. Et donc du coup, on a constaté ça, et on est allé voir la MEL, vous parliez de la MEL, on est allé voir la MEL en disant, attendez, c'est incohérent, enfin, je veux dire, ça sert à rien de... Ça va faire beau le jour de l'inauguration, mais 2 ans après, bon. Et par contre, on a une solution, c'est un mélange terre-pierre qui permet aux racines de s'épandre, de s'expanser et sans soulever la chaussée, mais ça coûte 150 000 € de plus, ce qui n'est pas rien, d'accord. Mais la MEL a accepté la solution, parce qu'elle est cohérente, parce que ça ne sert à rien de faire quelque chose qui va être dégueulasse 2 ans après. Et donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'il n'y aura pas de centre-ville, en tout cas pas sous ce mandat-ci, parce que financièrement on ne peut pas, mais on va faire en sorte que ce qui est fait là, au bourg, soit utile, soit utilisé pas uniquement pour circuler, mais aussi pour qu'il y ait une vie, et que du coup, s'il y a une vie, des commerçants puissent s'installer, des cafés puissent s'installer et vivre, parce que c'est bien beau d'installer un café, mais s'il n'y a pas la clientèle, ça ne marche pas. Bon, donc ça. La différence entre Lambersart et Vambrochy, c'est que Vambrochy, leur centre-ville est sur la Deûle. Et donc effectivement, il y a cette harmonie entre centre-ville et puis lieu de promenade. Ils ont le parc du château de Robersart, tout est concentré. Nous, c'est éclaté. On souhaite aussi développer quand même une espèce de vie aussi de promenade et un peu ludique et sportive sur la Deûle. Bon. Il y a déjà le Colisée, l'Arena, les gens se sont appropriés l'espace. On va sans doute faire quelque chose de l'enclave, de l'ex-enclave VNF en face du Colisée. Là, il y a une espèce de terrain vague, là, il y a quelque chose à faire. Mais hier, par exemple, il y avait les marchés des créateurs le long de la Deûle, là. Et alors la météo était bonne, hein. Hier, il faisait 18-19 degrés. Et c'était sympathique. C'était sympathique, et tous les exposants me disaient que vraiment, bon alors ils n'ont peut-être pas beaucoup vendu, j'en sais rien, mais en tout cas ils étaient contents d'être là parce que l'atmosphère était l'atmosphère de balade. On est un peu comme dans les villes du sud de la France avec la Deûle qui est là, enfin c'était sympa. Mais bon, donc non, il n'y aura pas de centre-ville, mais il y aura un marché, ça c'est sûr. Qu'on va aider, voilà. Parce que ça crée du lien social au marché. Jeune Lambersartois, ça fait 3 mois qu'on est arrivé à Lambersart, au Canon d'Or, Ouais. avenue du Maréchal Leclerc, voilà. Et ce qu'on est venu chercher à Lambersart, c'est la qualité du cadre de vie, enfin vraiment voilà. Et on en est très content. Mais je pense que le cadre de vie, c'est un sujet qui est très large. Ça commence avec le respect des espaces publics, la propreté, la qualité de ce qui est produit par les pouvoirs publics. On parlait du centre, du futur centre que je trouve terriblement minéral. Et parce que malheureusement, le temps d'urbanisme, c'est qu'on décide à année 1 et qu'on réalise à +3, +5 avec des études entre deux, et qu'il s'est passé... je pense qu'il y a eu une transition intellectuelle depuis, et par les transitions écologiques, je pense qu'il y a certainement des projets qui sont maintenant dans les tuyaux qu'il faut réinterroger maintenant parce qu'ils ont été pensés il y a 2 ou 3 ans et que ça ne collera pas. Ouais. Donc ça c'est le premier degré, ça va, je crois, jusqu'à des beaux parcs, des espaces, voilà, mais je pense qu'entre les deux, il y a de la place pour des petites touches. Des petites choses qui ne nécessitent pas des grandes études, qui ne nécessitent pas des grandes négociations avec la MEL, mais où les habitants peuvent avoir une expertise très locale. Un exemple comme ça, dans le secteur du champ de course,
il y a un bâtiment de logement social avec à son pied des petits commerces. Donc ce coin-là a été rénové. La partie arrière appartient au bailleur probablement, et donc elle est pas ou mal entretenue. Voilà. Et il suffirait certainement que d'un petit coup de pouce de la mairie, d'une négociation avec le bailleur pour y mettre une grille propre, peut-être 2 balançoires, je sais pas, et je crois qu'il y a plein de petites touches comme ça à faire. Je trouve que ça fait le lien avec la démocratie participative, c'est-à-dire qu'il y a probablement dans chaque quartier, que moi je connais pas encore bien, puisque j'arrive à Lambersart, mais des groupes d'habitants, des associations, peut-être la vôtre. Moi j'ai rencontré les amis du champ de course la semaine dernière, où votre monsieur Magdelaine était présent aussi. Il y a certainement cette expertise-là, et que de manière assez simple, assez rapide, on doit pouvoir améliorer le cadre de vie. Et je crois que ça change de manière significative la vie des gens, sans avoir besoin de grandes manœuvres urbanistiques. Et puis ça les incite à respecter aussi l'espace public. Et voilà, voilà. Et donc je voulais savoir si c'est un sujet qui vous avez à cœur. J'ai compris que vous aviez un plan pour planter beaucoup d'arbres ou replanter beaucoup d'arbres et peut-être les planter mieux. J'ai compris ça ce matin dans la ville. Est-ce que vous pensez à des dispositifs comme ça qui permettent aux habitants de participer à l'amélioration de leur cadre de vie vraiment au coin de leur rue, si je peux le dire comme ça? Alors oui, parce que c'est notre façon de faire. Donc d'une part, on est très à l'écoute, c'est-à-dire que je l'ai dit, tous ceux qui écrivent, tous ceux il y a une réponse, je réponds, en m'appuyant parfois sur les conseils techniques des services, mais je réponds. Et dès que des habitants ont des idées simples à mettre en œuvre, qui ne remettent pas tout en cause, on met en œuvre. Là, ici, dans ce parc-là, c'est un parc sympa, il n'y avait pas de toilettes. Alors si, il y avait des toilettes. Oui, derrière les arbres. D'accord. Non, mais il y a des toilettes là-bas. D'accord. Ouais. Qui étaient fermées depuis des années. D'accord. Sous prétexte que étaient vandalisés. On les a ouverts. Parce qu'il y a des habitants qui nous ont dit ouais, on vient au parc, on les a ouverts. Ça coûte rien. Alors ça coûte rien. Si. Oui, un peu. Ça coûte parce qu'il y a une dame de ménage qui doit venir au moins 2 fois par jour nettoyer. D'accord. Mais ça rend service à plein de gens. Il va y avoir à la rentrée là, la fête de l'arbre et autres, et il y aura un stand. Vous avez des idées, venez, rencontrons-nous, donnez-nous les idées, échangeons les idées. Et sur des tas de petites idées d'amélioration pratiques, nous on est preneurs, parce que je le redis, ça n'est pas moi qui sais, moi je sais pas. Moi j'ai plus d'enfants en garderie, j'ai plus donc je sais pas. Mais par contre, vous habitez à tel endroit, il y a des choses simples à faire, oui, si c'est simple à faire, on va le faire. On nous demande un boulodrome sur un truc, pourquoi pas, ça coûte pas cher. Bon. Attention, après il faut réfléchir, un boulodrome ça veut dire du monde qui vient, ça veut dire aussi, bien sûr. D'accord, c'est pas. Mais allons-y, discutons. Donc on est très 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 preneurs de ça, parce que on s'est rendu compte, et je le disais tout à l'heure, les habitants, ils ont les solutions. Ils ont les solutions. Donc il suffit de les écouter et ils nous apportent les solutions. Donc on est très, très demandeurs de ça. Je reviens sur le début de votre intervention sur la rue du Bourg, qui est très minérale, je suis complètement d'accord avec vous. Et c'est pas parce que le projet il a été élaboré il y a 10 ans, au moment où on ne pensait pas tout ça. Non. C'est que le projet il a été élaboré dans un bureau par des personnes qui se sont dit, nous on sait ce qu'il faut faire. Il a été élaboré sans concertation. D'ailleurs, on a sollicité personne. Avec le vote aussi des habitants. Tout à fait. C'est-à-dire que quand ils ont commencé à abattre les arbres, là, il y a des habitants qui sont mis sous les arbres et qui ont dit c'est pas possible. Et du coup, la mairie a dit oh là là là, on va faire de la concertation. Et la concertation, ça a été quoi? Tout le monde a reçu dans sa boîte aux lettres. Voilà, on vous propose 3 plans. Le plan A, le plan B, le plan C. Votez. Il n'y avait pas plan D. Plan D, c'était ne rien faire. Ça, il n'y avait pas. C'était on va faire.
Et on vous propose de choisir. Est-ce que vous voulez, les chiffres que je vais vous donner sont faux, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Est-ce que vous voulez 50 places de parking et 35 arbres? Est-ce que vous voulez 47 places de parking et 38 arbres? Est-ce que vous voulez... mais aucune remise en cause du projet en lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire de ce projet? Qu'est-ce qu'on veut faire de ce centre-ville? Est-ce qu'on veut que des commerces s'y implantent? Comment on fait pour que des commerces s'y implantent? Aucune réflexion. Et donc les gens ont voté, effectivement. Et puis il y a eu le plan B, mais qui était pareil que le plan A, sauf qu'on a changé la couleur du papier peint. Enfin, voilà, c'est ça qu'on... Et nous, c'est pas ça de la concertation. De la concertation, c'est... On veut faire... Je le dis, mais on le fera pas hein, sur le centre-ville. On veut faire un centre-ville. Eh bien, tous ceux que ça intéresse, venez, on va discuter. Qu'est-ce qu'on veut dans un centre-ville? C'est ça la concertation, avant tout. Et à partir de là, on peut construire quelque chose qui n'est pas sorti de l'idée de la tête de Nicolas Bouche, c'est tout, non, qui est sorti de la tête de tout le monde et on arrive à quelque chose. D'accord? Et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça sur les grands projets qu'on veut mettre en œuvre, il y a de la concertation et la concertation, ce qu'on appelle la démocratie participative, elle va commencer là, à la rentrée. Bon, alors avec le Covid, hein, c'est pareil, hein, avec le Covid, c'est pas simple. Hein, mais elle va commencer comme ça. On a par exemple, et je reviens sur l'histoire de mobilité, où je vous dis, j'ai rencontré tous les collectifs de riverains qui veulent tous que leur rue elle soit à sens unique et qu'il y ait une piste cyclable et qu'il n'y ait pas de bus qui passe. Je résume, mais globalement, tout le monde veut ça. Et à chaque fois, je leur dis, mais moi, ça ne m'intéresse pas ce que vous me dites là. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on se réunisse tous, vous, la rue d'à côté, les rues du quartier, et qu'ensemble, on réfléchisse à un plan de circulation cohérent pour Lambersart. Si je vous dis oui, ok, je vais mettre votre rue en sens unique là, bon, très bien, ils vont être contents. Sauf que la semaine d'après, j'ai la rue d'à côté qui... Bon, et il n'y a pas de cohérence. D'accord ? Donc oui, la démocratie participative, c'est quelque chose qui prend du temps, parce que écouter les gens, ça prend du temps. Faire la synthèse des idées des gens, ça prend du temps. Redonner la synthèse des idées des gens aux gens, ça prend du temps. De ça, rediscuter, ça prend du temps. Mais in fine, on a quelque chose de cohérent, on a quelque chose qui a été réfléchi par 200 têtes, par 100 têtes, par 50 têtes, et pas par 2 têtes. Et les techniciens de la MEL qui obéissent, alors les techniciens de la MEL, eux, on leur dit, bah tu fais ça, ils font ça. Bon, bah nous, non, on va leur dire tu fais ça, mais on va leur dire tu fais ça, parce qu'on aura réfléchi. Mais ça, c'est pour les gros projets structurants, sur les petites améliorations du quotidien, mais... Et je dois reconnaître que sur des choses simples, les services sont très réactifs. Depuis 2 mois, moi j'ai reçu donc plein de mails de gens qui disent « oh bah il y a ça ». Alors c'est con, hein, mais c'est les feuilles qui n'ont pas été nettoyées, donc du coup quand il pleut, ça fait des inondations, tout ça, les gens écrivent. Et je dois reconnaître que je transmets au service, et le lendemain, le truc est fait. Il y a des trous, il y a des choses. Les services municipaux sont très réactifs sur des petites opérations du quotidien, des petites améliorations du quotidien. Et il y a un autre sujet, mais qui est, je pense, qui est complètement en lien. J'ai cru comprendre que vous étiez attaché à la protection et au développement de la biodiversité en ville. Ouais. Comment vous voyez le sujet? Est-ce que vous avez d'ores et déjà des actions que vous comptez mettre en œuvre? Voilà. En fait, on souhaite, ça va au-delà de la biodiversité, hein, c'est tout ce qui est transition écologique. Donc, on a parlé des arbres. Là, vous avez bien lu ou compris qu'on allait faire 2 micro-forêts avec 3000 arbres dans chaque micro-forêt. Tout ce qui est utilisation des produits phytosanitaires divers et variés, on limite et on changera. Donc ça, c'est... Mais après, les espaces verts sont déjà dans cette démarche-là, hein, avant que nous arrivions, hein, qu'on s'entende bien. Hein. Je ne m'attribue pas la paternité du truc, ils sont déjà dans cette démarche-là. Après, non, je n'ai pas d'idée précise à vous... mais si vous avez des idées, je suis preneur. Je pense par exemple, parce on pense le faire à Saint-Odile où mes enfants sont scolarisés. La Ligue de protection des oiseaux, par exemple, fait régulièrement des petits ateliers pédagogiques dans des résidences, chez des particuliers,
installer les nichoirs qui vont bien, parce que c'est pas, on n'achète pas n'importe quel nichoir à mettre sur n'importe quel arbre, parce que les oiseaux ils ont besoin d'une typologie particulière, ils se mettent sur des arbres en particulier. Et puis toute la chaîne qui va derrière, c'est-à-dire que si vous mettez des nichoirs mais que vous gazez tous les insectes, les oiseaux n'ont rien à manger, donc vos nichoirs ils sont vides. Enfin bref, il y a une vraie expertise, et ça je pense que c'est des sujets. Il y a le sujet certainement de l'éclairage public en ville. Quand tout est éclairé toute l'année, toute la nuit, donc parfois éteindre un lampadaire sur 2, ça permet de favoriser la nidification. Il y a le travail dans les grandes résidences, parce que souvent on fait le travail dans les espaces verts, mais quand on regarde sur une vue satellite, on voit que les grands espaces verts, ils sont dans les résidences, au milieu des immeubles. Et là, c'est géré à l'ancienne par le syndic, qui rase tout à plat, qui gaze à peu près, enfin voilà. Et on se rend compte finalement qu'il y a 30% des espaces verts de la ville qui sont des espaces verts privés, sauf que les oiseaux, ils regardent pas le cadastre avant de s'envoler, et ils ont rien. Enfin, je parle des oiseaux parce que c'est révélateur et que c'est ce qu'on trouve en ville, voilà. Donc ça, je pense que c'est des choses qu'on peut... alors, facilement, tout est toujours facile quand on discute comme ça, mais je pense que c'est encore une fois des petites touches et des petites actions qui peuvent changer de manière significative, voilà. Mais oui, enfin, je suis assez... enfin, même le mot facilement, il est exact. Il y a des choses qu'on peut facilement faire, je suis d'accord. Pour cette idée-là, envoyer un mail à Antoine Pierrot, qui est premier adjoint en charge de la transition écologique. Donc les mails, c'est le prénom de la personne, donc là A, le nom, Pierrot, @ ville-lambersart.fr. Le mien, c'est N, Nicolas, Bouche, @ ville-lambersart.fr. Et je suis certain qu'il vous répondra et que votre idée l'intéressera. Merci. Parce que je le redis, franchement, on n'a pas toutes les idées, hein. Enfin, en toute humilité. Et donc on est preneur des idées des uns et des autres. Par exemple, là, l'écologie intéresse beaucoup de monde. Et donc il y a un collectif éco-citoyen de Lambersart là, qui nous a sollicité, donc des citoyens, hein, pour dire est-ce qu'on peut donner des idées. Non, je dis pas de problème. Et je les ai fait rencontrer le service urbanisme de la ville, à la grande surprise du service urbanisme, qui n'avait pas l'habitude, enfin l'urbanisme des travaux, qui n'avait pas l'habitude de voir débarquer autre chose que des élus dans leur bureau. Et ils ont échangé, et effectivement, ce sont des gens qui ont des compétences, ce sont des gens qui ont des idées. Le service urbanisme a des compétences et des idées, mais pas toutes les compétences et pas toutes les idées. Et donc les uns se sont enrichis du discours des autres. Quand on est citoyen, on n'a peut-être pas conscience des limites techniques et administratives de la mairie, et puis quand on travaille dans la mairie, on n'est pas au courant non plus de toutes les idées, la LPO. Et donc ces échanges-là, on souhaite les faciliter. C'est pas les élus et les services techniques de la ville qui travaillent, point. C'est les élus, les services techniques et les citoyens. Et on est demandeurs de la participation des citoyens. C'est notre ville à tous. Et si vous avez des idées, si vous avez envie de donner de l'énergie pour cette ville, vous êtes les bienvenus, réellement. Malheureusement, c'est une question que j'ai aussi posée à l'ancienne municipalité, mais plutôt une suggestion. Tout à l'heure, vous parliez des espaces dans la ville de Lambersart qui sont inutilisés, en friche, où il y a des buissons partout et c'est pas très joli. Il y a une solution qui serait aussi une réponse à un petit problème. C'est utiliser un de ces espaces, je ne sais pas lequel parce que je ne connais pas tout Lambersart et je ne sais pas ce qui est oublié. Mais utiliser un espace qui ne sert à rien et dans lequel il y a des buissons ou des choses comme ça, le clôturer et l'offrir aux chiens. Parce que les chiens sont très malmenés à Lambersart, c'est-à-dire qu'il y a une énorme communauté de maîtres canins, alors, qui est majoritairement fustigée, tu prends 135 € si tu ne ramasses pas, tout ça. Mais dans cette énorme communauté, il y a beaucoup de gens qui se baladent avec leurs petits sacs pleins, moi et plein d'autres. Il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de... Oui, moi je le garde. Honnêtement, je garde mon petit sac plein jusque chez moi, comme ça au moins je me dis que je vais me prendre une réflexion de personne. T'as vu, je l'ai.
J'en suis à ça. Bon, fermons la parenthèse. Mais tout ça pour dire que voilà, dans les communiqués de Lambersart, quand on parle des propriétaires de chiens, c'est pour dire ça. Voilà, point final. Donc je vais au parc à chiens, à la Madeleine, où il y a une énorme communauté aussi, un lien Facebook et tout un groupe. C'est super sympa. Et je me dis, il y a bien un endroit dans Lambersart où il y a un espace vert pas utilisé, avec des arbres, des buissons, je ne vous parle pas d'un stade, qui serait fermé, même pas par un gardien, rien du tout, un petit portail, ce sont les maîtres qui s'en occupent. À la Madeleine, il n'y a personne qui gère ça, il n'y a personne qui ramasse les crottes non plus, ce sont les maîtres qui le font, et ça se passe très très bien. J'y vais très souvent, mais bon, je prends ma voiture, il y en a pour un quart d'heure, c'est ridicule. Et je me dis bien qu'il y a bien un espace quelque part à Lambersart qui doit servir à rien, et qui pourrait servir aux chiens. La mairie Marais-Torquay, l'ancienne mairie Marais-Torquay, mais ici à côté de la salle de sport Segard, je crois. Ouais. Alors effectivement, il y a un rectangle de pelouse sans aucun arbre, aucun arbuste. Enfin, c'est de l'herbe, c'est tout. Mais bon, un chien, et voilà. Il y a plusieurs parcs comme ça, petits parcs avec du sable ou de l'herbe. Ah non, ça c'est pas pareil. Ouais, C'est les canicrottes. Ça, c'est juste pour aller faire les besoins, mais le chien s'amuse pas, et puis on peut pas lâcher plein de chiens qui s'amusent. C'est pas du tout l'endroit, là c'est pour faire les besoins. Bon, c'est un autre débat parce que je suis pas convaincue de l'utilité du truc, parce que le chien il n'a pas forcément besoin à ce moment-là, mais bon, peu importe, c'est un autre débat. Cette idée qu'on découpe l'espace public où chacun va faire son truc dans Ben voilà, alors, je pense que c'est mieux que les gens en partagent et qu'il y ait des règles qu'on il n'y a aucun parc dans Lambersart qui est autorisé aux chiens lâchés. C'est normal, il y a trop d'enfants. Je suis la première à le dire, c'est normal, parce qu'on n'est jamais maître 100%. Par contre, un espace, je ne vous parle pas de ce parc qui est magnifique, et d'ailleurs pas un espace aussi grand, mais un espace fermé avec des grilles pour que les chiens ne s'enfuient pas, parce que c'est aussi une façon d'éduquer le chien, dire, moi, je te laisse un peu d'espace, mais de toute façon je n'ai pas peur, tout est fermé. Avec des buissons, quelque chose d'un peu, même quelque chose qui n'est pas entretenu, le chien s'en fout complètement. Mais qu'il soit fermé, quoi. Je suis sûre qu'il y a un espace quelque part dans Lambersart qui sert à rien et qui ravirait tous les maîtres et tous les chiens. Parce que je le répète, il y a quand même une énorme communauté de maîtres de chiens à Lambersart. Et ils ne sont pas tous négligents comme ceux, oui je le vois, je le constate au quotidien, les crottes de chiens par terre et tout. Ça m'écoeure, j'en fais pas partie. Mais voilà. Alors, je vais vous répondre. C'est un sujet qui avait été abordé par un des candidats qui s'appelle Frédéric Dehaze. C'était dans son programme. Et quand j'ai lu son programme, parce que quand même on regardait un petit peu ce que faisaient les autres, j'ai pas compris le truc. Je me suis dit, bon. Et il s'avère que pendant la campagne, on a fait du porte-à-porte. Et au Paco, dans les tours du Paco, j'ai été interpellé par une dame qui m'a expliqué ça. Qui m'a dit, voilà, moi je vis en appartement, et mon chien, à part le canipark, je peux rien en faire. Et là, clink, ça s'est éclairé dans mon esprit, en disant, oui c'est vrai, moi j'ai pas d'animaux. D'accord ? Oui c'est vrai, et donc cette idée-là, elle est bonne. Et donc on y a réfléchi. Nous, pendant la campagne, on y a réfléchi. On n'a pas trouvé d'endroit. Au départ, on avait pensé au parc Saint-Pierre, mais il y a des espèces d'arbres trop riches. Et puis bon, il faut, on va l'aménager de façon différente, donc ça n'allait pas. Mais on avait pensé à ça. Par contre, s'il y a une communauté canine sur Facebook, mobilisez-les. Ah d'accord. Ah oui. Et donnez-nous des idées. De lieux. Oui, de lieux. Mais non, mais chacun habite un quartier différent sans doute, donc chacun peut voir que là, pourquoi pas. Et franchement. Tout à l'heure, vous parliez d'un espace pas viabilisé à côté du Colisée. Je vois pas très bien de où vous parlez, mais. Non. Mais je sais pas. Enfin, je vois pas l'espace, mais est-ce que ça peut pas être là Oui, mais il n'y a pas d'arbres là. C'est une pelouse. C'est de la terre, des gravats et. Ah ouais, carrément. Il y a des arbres à croissance rapide, comme les saules, voilà, en 2-3 ans, vous avez quelque chose qui... Oui, je suis d'accord, sauf que sur je vous dis tout de suite, sur cet espace-là, on envisage des choses. Donc si c'est pour planter et puis dans un an devoir arracher... Et puis je pense qu'il faut... effectivement, j'ai pas le lieu en tête. Après, j'insiste, il ne s'agit pas d'un immense parc. Je suis d'accord, mais c'est un lieu où ils peuvent courir un peu et ensemble, et surtout clos, avec une barrière. Mais clôturer, ça, on peut le faire.
Je veux dire, si le lieu n'est pas clos aujourd'hui, c'est pas grave. Clôturer, on peut faire, ça coûte pas des millions. de Et à clôturer. côté du skatepark, Lequel skatepark euh, Ah non, le skatepark là, d'accord. Ouais. ouais, pas loin, pas loin. Oui, voilà, au bout de l'avenue Hippodrome, il y a un skatepark et à côté, il y a un no man's land qui est génial. Pour les chiens, c'est canon, mais on ne peut pas les lâcher. Mais est-ce que... Ouais. Et puis derrière, alors il y a un peut-être bois pas, là-bas. peut-être pas sur toute la surface parce que c'est vraiment immense, mais Il n'y a pas d'arbre non plus, hein, le bois il est assez loin. Non, mais des buissons suffisent. En fait, l'idée c'est d'avoir un espace libre où le chien peut aller fouiller en dessous d'un buisson, jouer avec d'autres. Il lui faut pas un parc à l'anglaise, hein, au contraire. Mais si c'est vallonné et tout, bah, c'est encore mieux. Et je vois qu'à côté du skatepark, mais vraiment à côté, hein, parce qu'il y a ce genre de no man's land. Et après, justement, après, il y a la voie ferrée, après, il y a un immense truc. Mais il y a cet espace-là qui, à mon avis, est impratique. Enfin, on peut rien en faire, quoi. Et je me dis, là, on met des barrières et c'est fini. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Le truc, c'est que le terrain appartient à la MEL. Ah, d'accord. Non, parce que... Donc on n'est pas décisionnaire. Oui, mais c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, on n'est pas décisionnaire. Mais bon, que peut-on en on faire peut d'autre? discuter avec la MEL, qui pour l'instant, ce terrain, il est inutilisé. Et, donc on peut leur demander si on peut. On va pas l'utiliser pour construire, on va pas l'utiliser pour. C'est juste pour que le clôturer. Et de fait, les chiens s'y baladent déjà, donc mais pas légalement. Oui, non, pas légalement. La MEL va pas. Ouais, je suis bien. Mais oui. Alors envoyez-moi un mail avec votre nom, peut-être qu'on l'a, et je vous ferai savoir ce qu'il en est. Mais malgré tout, mobiliser la communauté des. Ça, s'il y a un lieu qui. Bah oui, ouais. Parce que je vous dis, j'avais pas du tout conscience de ça jusqu'à ce que je. Et bien sûr, y mettre une poubelle. Non, mais les poubelles, je suis d'accord avec vous. C'est pareil, les poubelles. J'étais étonné en arrivant ici parce que j'en ai une, deux, trois, et avenue du Marchal Leclerc. Il n'y en a pas beaucoup, Au milieu de cette énorme. Ouais. Alors c'est pas grave, comme vous le dites. Ouais, je le garde, mais pas pour les bonnes raisons. Je le garde à la main, mais pas pour les bonnes raisons. Voilà, c'est pas très grave. Mais, Ouais. Mais je pense que la qualité du cadre de vie, ça commence là. Voilà, ça commence là parce que c'est le signal qu'on envoie à ses voisins de je fais attention à la manière dont je me comporte, donc essayez de faire pareil. Et voilà, je crois que ça commence là. Et là, vous dites que vous êtes beaucoup et vous voulez être à l'écoute des Lambersartois. Vous savez très bien qu'il y a deux projets en ce moment qui sont un peu épineux au niveau de la tour de France 3 avec le projet où le permis de construire a été mis, je crois, début juillet et où un recours est demandé par le collectif. Et savoir quel est votre positionnement, si vous allez faire un recours ou pas. Et aussi au niveau de Gruson, là, qui a été signé le permis par l'ancienne municipalité. Mais pourtant, vous avez quand même vous avez voté la délibération dans le dernier conseil municipal de la subvention de 20 000 € au bailleur 3F. Donc, est-ce que ça veut dire que implicitement vous approuvez quand même ce projet d'Agruson, alors que vous avez quand même un collectif qui vous a vu, je crois, il y a quelques semaines? Vous êtes bien informé de tout ça? Vous avez des sources? Non, je suis tout simplement venu au conseil municipal, le dernier conseil municipal. Mais la rencontre avec le collectif? Il y a une page sur Facebook où cette personne... D'accord. Alors il y a deux questions. TDF. TDF c'est au Canon d'Or, vous voyez la grande tour que tout le monde voit. TDF. Blanche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc TDF a vendu à des promoteurs des terrains qui lui appartenaient autour de cette tour. Ils conservent la tour et ils conservent un petit data center, mais ils ont vendu, alors le nombre de mètres carrés je ne sais plus, mais enfin ça fait quand même ça fait au moins 10 000 mètres carrés, d'accord. Et la municipalité précédente, dans l'élaboration du plan local d'urbanisme, a figé ce lieu-là comme un lieu de bureau. Et c'est pas tout à fait le terme, mais enfin bon bref, c'est des bureaux et en tout cas c'est pas du logement. Et donc un des promoteurs a déposé un projet pour une résidence service senior. Là.
Des riverains sont opposés au projet. Certains de leurs arguments étaient tout à fait valables. Il n'y avait pas eu une réflexion suffisamment large sur les conséquences que ça allait avoir. Donc du coup. Et puis d'autres sont peut-être sans doute moins valables. Donc le promoteur a déposé son permis de construire, qui a été assigné par la municipalité précédente. Et donc les riverains ne sont pas d'accord avec cette résidence-service parce qu'elle monte en hauteur et certains riverains pensent que du coup on va voir chez eux. En tout cas, là-dessus les choses sont assez claires. Ces terrains étaient des terrains privés, appartenant non pas à la ville, non pas à la MEL, non pas appartenant à TDF. TDF les vend à un promoteur. Ce promoteur les achète, c'est pas pour faire de la philanthropie, c'est pour gagner de l'argent. Et donc ce promoteur présente un projet qui, à ses yeux, aux yeux du promoteur, rentre dans les règles d'urbanisme. Il y a des règles d'urbanisme, on ne peut pas construire n'importe quoi, mais on peut construire. On est en France, c'est un pays où quand on est propriétaire d'un terrain, on a le droit d'y faire des choses. Heureusement, si vous êtes propriétaire de votre maison, vous avez le droit de l'aménager en respectant les règles d'urbanisme. On ne peut pas faire n'importe quoi, vous ne pouvez pas dire tiens je vais faire 10 étages, mais bon. Et ce promoteur dépose un projet qui respecte les règles d'urbanisme. Les riverains, donc au mois de juillet quand on est arrivé, nous disent oh là, ça ne va pas du tout. On a étudié le projet du promoteur et pour nous il est carré, il est dans les règles de l'urbanisme. On peut ne pas être d'accord avec ce qui s'y fait. Moi je ne suis pas d'accord pour faire une résidence-service senior, c'est autre chose que je veux y faire. Mais c'est un terrain privé appartenant à un promoteur privé, il respecte les règles d'urbanisme, il respecte la destination de ce terrain. Donc je ne vais pas faire un recours pour faire plaisir à des riverains, recours qu'on est sûr de perdre. Donc c'est-à-dire engager des frais divers et variés pour finalement donc gagner du temps. On va gagner 6 mois ou je sais pas quoi, un an. Mais on va perdre. S'il y avait eu des éléments erronés dans le permis de construire, on aurait fait un recours. Encore que du coup le promoteur il aurait corrigé sa copie et finalement il y aurait eu de toute façon quelque chose. Le promoteur il a acheté, on ne va pas lui dire écoute ça serait sympa que tu fasses rien sur ton terrain. Donc il y aura quelque chose. Et le quelque chose aujourd'hui il est tout à fait, à nos yeux en tout cas, dans les règles de l'urbanisme. Donc après les riverains vont faire un recours, le tribunal dira oui c'est dans les règles de l'urbanisme, ou le tribunal dira non c'est pas dans les règles de l'urbanisme, et je reconnaîtrai qu'on s'est trompé et qu'ils ont bien fait de faire le recours, hein. D'accord ? Bon. Par contre, puisque vous abordez le sujet TDF, on a un problème de logement à Lambersart. D'accord ? Ça a été le mantra de toute la municipalité précédente, où ils ont dit faut vendre les terrains publics, les terrains de la ville pour faire du logement. Nous, on est allé voir les promoteurs en leur disant là, vous voulez faire des bureaux, ok, c'est vrai, vous êtes en règle, mais nous, on n'est pas d'accord. Nous, on veut que sur cet espace-là, il y ait aussi du logement. Ils ont hurlé à la mort, les promoteurs, en disant que c'était pas possible, on les saignait. Mais on a dit, vous déposerez vos projets, nous, on va bloquer. Enfin, c'est une discussion, hein, parce qu'ils ont le droit de faire ça. Mais nous, on veut aussi que dans vos projets, il y ait du logement. Et donc, on est en train d'arriver à ce que le reste des lots là, comporte du logement. Parce que ce qui avait été décidé précédemment n'allait pas pour le bien de la ville. Donc sur TDF, les riverains déposent leur recours. Il y avait des choses sur lesquelles ils avaient raison, donc ils ont bien fait de le faire. Mais les promoteurs ont donné des réponses à ces questionnements sur lesquels ils avaient raison. Il y a des choses sur lesquelles on pense qu'ils n'ont pas raison, les riverains, et c'est là-dessus qu'ils vont aller faire leur recours.
Mais je pense qu'ils vont... enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc nous, là, on ne peut pas les suivre dans ce recours parce que pour nous, il est perdu d'avance. Hein. D'accord. Sur le site Gruson. Donc le site Gruson, vous voyez où c'est? C'est un ancien garage Renault qui est dans la rue de Longpré, là, au coin. Rue Gaspard-Monge. Pardon? Rue Gaspard-Monge. Ouais. Donc près de la petite place commerçante. Enfin, bon. Et donc là, c'était un garage abandonné, enfin en tout cas un garage et une maison abandonné depuis au moins 6 ans. Donc avec des propriétaires, d'accord, des héritiers, qui ont vendu. Donc c'est un terrain privé qui est vendu à un promoteur. D'accord ? Promoteur bailleur social, pour y faire du logement social. Le promoteur propose des plans, discute avec les riverains, mais c'est un promoteur privé, hein, on s'entend bien, donc c'est pas nous. Propose des plans, il y a des aménagements, et à un moment il dépose un permis de construire, qui est validé par la municipalité précédente. Et moi, j'avise les riverains. On est élu le 3 juillet. Le 10 juillet, j'appelle la responsable du collectif des riverains en disant voilà, sachez que le permis de construire a été signé. Et là, elle m'explique que c'est pas possible. Non, monsieur Daubresse lui a promis qu'il n'y aurait jamais que 2 étages. Et là, il y a 3 étages. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, j'en sais rien, c'est comme ça. Un terrain privé, un promoteur privé. On vous a peut-être promis des choses, mais moi je vous dis, voilà ce qui va se passer. Ah non, c'est pas possible, c'est pas possible. Oui, j'entends. Je vous propose, après vos vacances, de vous rencontrer. Donc je les rencontre le vendredi 21 août. Je la rencontre, cette dame, le vendredi 21 août à 8h30 du matin. J'arrive, et là, il y a 10 personnes. Bon, très bien. Et là, c'est pas normal, on nous a promis. Je dis, ok. Je dis, mais ok, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est proposé là, voyons ce qu'on peut faire. Réfléchissons ensemble à ce qu'on peut faire. Si vos arguments sont valables, on va vous aider. Si vos arguments sont pas tenables, c'est pas défendable. On est en France, c'est un pays de loi. C'est un pays où si on respecte la loi, la mairie ne peut pas s'opposer. Sinon, c'est de l'abus de pouvoir. Si une mairie s'oppose à quelque chose que les gens ont le droit de faire, on peut aller en justice pour dire la mairie m'empêche de, et c'est de l'abus de pouvoir. La mairie est condamnée. Heureusement, sinon. Et donc ce collectif présente toute une série d'arguments, dont certains sont valables. Et donc je leur dis, mais allez-y, faites un recours. Contre le permis de construire, qui a été signé par la majorité présidente, donc par moi aujourd'hui. Faites un recours contre moi, puisqu'il y a des choses valables dans vos arguments. Mais, attention, ce terrain-là, c'est un terrain privé, un promoteur privé, il y aura de toute façon quelque chose. C'est-à-dire que si le permis de construire, ils veulent faire un truc en R+3 et qui diminue progressivement vers les jardins des riverains. Si ce permis de construire, on le refuse, dans un mois, le promoteur il revient avec des nouveaux plans. Il ne va pas dire, bon c'est tout, j'ai perdu, je fais rien sur ce terrain. Il va revenir avec des nouveaux plans. Et ces nouveaux plans, là, je peux vous assurer, ils seront carrés, ils seront blindés. Il va nous présenter un truc où c'est pas de recours. Et peut-être que là, vous aurez un mur au bout de votre jardin. Parce qu'il peut le faire. Aujourd'hui, le promoteur, il a mis en front à rue, donc loin des jardins, la hauteur, et il diminue. Et donc dans votre jardin, vous n'avez pas de voisins. Mais bon, là vous dites que vous n'êtes pas d'accord parce que vous voyez des trucs, très bien, bon, moi je veux bien. Mais demain, s'il nous présente un truc qui va jusqu'à votre jardin, je serai obligé d'accepter le permis de construire et vous aurez un mur au bout de votre jardin. Il ne faudra pas venir me voir en disant c'était mieux le plan précédent. Hein. Donc sachez qu'il y aura quelque chose sur ce terrain. Voilà, c'est le discours de vérité qu'on tient aux riverains. Oui, c'est vrai que ce permis, pour moi, il est contestable. Il a été signé par la majorité précédente, mais il est contestable. Donc vous pouvez le contester. Mais c'est pas tout de gagner, super, on a retiré le permis de construire. Il faut bien avoir conscience que derrière,
il y aura quelque chose. Et que le quelque chose sera peut-être pire que ce qui est proposé là. Donc voilà, il faut avoir conscience de ça. D'accord ? Donc oui, la majorité a voté une subvention de 20 000 euros pour ce promoteur immobilier, pour ces logements sociaux, parce que le promoteur nous dit vous m'avez demandé de diminuer, de passer de 13 logements à 12 logements, donc j'ai accepté cette demande, mais du coup mon équilibre financier n'est pas respecté, il me manque 20 000 euros. Donc nous, mairie, parce qu'on a entendu les demandes des citoyens qu'il fallait moins de logements, on dit ok, on va mettre 20 000 euros. Bon, donc oui, on a fait ça, parce que c'était pour accéder à une demande des citoyens, qui aujourd'hui ne sont pas contents de ce qui est proposé, je peux le comprendre. Bon, le promoteur, si le recours va jusqu'au bout, le promoteur nous proposera autre chose, et là, pour le coup, moi j'en suis convaincu, il ne nous fera pas de cadeau. C'est-à-dire que là, il mettra 20 logements, s'il peut mettre 20 logements, il mettra 20 logements. Enfin, voilà, donc, la réponse sur TDF et sur Gruson. Est-ce qu'on sait ce que va devenir l'ancien site de Sillon-Bois au Canon d'Or? Alors, Sillon-Bois, donc, vous voyez, c'est l'entrée du Canon d'Or, et donc c'est adjacent au terrain dont on parlait tout à l'heure, les terrains TDF qui ont été vendus. D'accord, il y a une continuité entre la rue de Lille là, et ça va jusqu'à Jean Perrin, l'allée Sakharov. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit cohérent. Là, c'est deux promoteurs différents, sur Sillon-Bois et sur TDF. Ce sont des promoteurs différents. Et donc, on leur dit, il faut que vous discutiez ensemble pour que vous nous fassiez une proposition cohérente, globale, et pas chacun fait un truc dans son coin. Donc, on exige ça d'eux. Et donc, dans cette entrée de ville, nous, on souhaite, on pense que c'est nécessaire qu'il y ait des possibilités de commerce et des possibilités de logement. Et il y aura des bureaux dans l'extension du parc du Pont-Royal. Puisque aujourd'hui, la zone, une partie de la zone, là, elle est affectée aux bureaux. Donc là, on ne va pas pouvoir s'y opposer. Et puis dans la réflexion, il y a aussi la sortie de Lambersart, hein, ce feu-là qui donne sur la Nuit du Bois, où il faut aussi qu'on réfléchisse à comment améliorer l'entrée et la sortie de Lambersart. Donc ça ne va pas être immédiatement, parce que là on explique bien aux promoteurs, donc aux différents promoteurs impliqués sur tout ce champ-là, qu'il faut qu'il y ait une réflexion globale et cohérente, associant à la fois la possibilité d'y avoir des commerces, la possibilité d'avoir du logement et le fait de l'extension du Pont-Royal. D'accord ? Mais je le redis, tout ça sont des terrains privés, donc sur lesquels... alors bien sûr, les promoteurs discutent avec la ville, hein, mais c'est pareil, on n'a pas les manettes, à la différence des terrains qui nous appartiennent, où là on peut exiger des choses des promoteurs. On vous vend si vous faites ça. D'accord ? Sur des terrains privés, on doit discuter. C'est pas tout à fait, on n'a pas le même poids. Bon, autre question relative aux travaux dans le quartier. On a fait l'objet d'un tas de modifications pour les changements de compteurs gaz et alimentation aux différentes habitations. Il a été demandé à un moment donné que l'association fasse le relais avec la municipalité pour remonter les problèmes ou les remarques sur la fin des travaux. Il y a eu le Covid, mais il n'empêche qu'on n'a pas eu de réunion de fin de travaux, ni de retour sur toutes les remarques des différents habitants, où il y a encore des soucis, que ce soit des soucis de démontage ou des soucis de remise en état. Alors qu'est-ce qu'il y en a exactement sur ces travaux ? De toute façon, le problème se posera, je pense, dans d'autres quartiers, vu que tout n'avait pas été fait. Donc comment on fait ? On acte une fin de travaux sur le quartier. Qu'est-ce que deviennent les remarques qui ont été faites par les différents propriétaires d'habitations pour lesquels il n'y a pas eu une fin nette de travaux ? Je n'en ai aucune idée. Donc je ne sais pas qui s'est chargé de ça en mairie, je ne sais pas qui est l'interlocuteur chez le concessionnaire. Donc là je ne sais pas.
Un mail? La seule façon que je puisse savoir, c'est que vous me renvoyez, si possible, toute la cascade de mails qu'il y a dû avoir à ce sujet-là. D'accord. Et comme ça, j'y verrai clair et je saurai vous répondre et je vous répondrai rapidement pour D'accord. savoir où ça en est. Mais là, je ne sais pas. Autre question qui est plus liée maintenant à l'environnement, on parle de petites actions, on parle de végétalisation. Il y a un sujet sur lequel je ne parle pas beaucoup à nos yeux, c'est la pollution sonore Ouais. et la pollution atmosphérique Ouais. engendrée par la rocade. Ouais. Et là aussi, je fais partie Ouais. d'un quartier qui a beaucoup souffert Ouais. et qui voit le nombre de véhicules augmenter de façon Ouais. importante au fil des années. Donc ce qui était supportable, moi je suis dans le quartier depuis 13 ans, ce qui était supportable devient progressivement insupportable, Ouais. que ça soit en pollution particules, parce que ça se voit sur nos aménagements extérieurs, autant qu'en en pollution sonore. Et je dois dire que le confinement a été vraiment un révélateur parce que du jour au lendemain, la circulation est tombée drastiquement et c'était vraiment un bonheur que de pouvoir profiter de notre quartier à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y a alors c'est pas des petites choses, ce sont des choses plus importantes, mais on a longtemps réclamé auprès notamment de M. Daubresse que les murs anti-bruit soient revus parce qu'ils ne sont pas suffisamment hauts sur une partie et pourquoi pas une couverture ou au moins une construction à l'oblique qui renvoie les ondes sonores et une partie des particules sur la chaussée et pas vers les propriétés. Qu'est-ce qui est prévu au niveau de l'action peut-être de la MEL à ce niveau-là? Parce que autre chose qu'on ne comprend pas, c'est qu'on a mis des restrictions de vitesse sur un certain nombre d'axes autour de l'île ou en accès à l'île, et il n'y a absolument rien sur cette rocade, toujours 90 pour les véhicules et 80 pour les poids lourds, vitesses qui sont très rarement respectées, donc il n'y a jamais de contrôle. Et il n'y a jamais eu de limitation non plus pour redescendre à 70 pour dire d'avoir une cohérence sur le pourtour de la métropole. Donc, est-ce que vous prévoyez-vous à votre action des impulsions au niveau de la MEL pour bouger ces choses-là? Alors, ça c'est un sujet dont j'ai bien conscience. On a promis des murs anti-bruit plus efficaces. Et c'est un peu pareil, c'est un sujet sur lequel je ne prends pas d'engagement. Je prends l'engagement de m'en soucier, mais je ne prends pas l'engagement de la solution. Parce que la solution, elle implique beaucoup d'acteurs. La MEL, bien sûr, mais aussi d'autres acteurs. Et donc, elle est complexe. Elle est complexe et elle est chère. Et donc j'ai pas tous les leviers. Mais donc je ne peux pas vous dire oui, vous inquiétez pas, demain je vais à la MEL et après-demain c'est résolu. Donc je vous dis oui, demain je vais à la MEL. Je veux dire, on rencontre la MEL cette semaine ou la semaine prochaine sur toutes les problématiques de ce type sur Lambersart. Donc je vous dis oui, ce projet-là, on va le défendre à la MEL, mais je ne peux pas vous assurer qu'on obtiendra la solution. D'accord ? Ça, on a bien conscience que de toute façon la solution elle ne va pas venir comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on est passé progressivement de 50-55 000 véhicules jour à plus de 70 000 à l'heure actuelle, si je suis selon les derniers comptages que j'ai pu consulter. Donc ça fait quand même une augmentation qui est très forte. Je suis complètement d'accord avec vous. Là-dessus, il suffit simplement de voir les pellicules qui se déposent sur les équipements de jardin ou sur les terrasses pour se rendre compte que c'est ce qu'on respire. Et donc ça devient de plus en plus inquiétant pour les habitants. Enfin, vraiment, je suis d'accord avec vous. On se rend bien compte que la conscience écologique, elle progresse, on le voit bien dans le vote des électeurs, donc dans la société ça progresse. Donc on peut penser qu'à un moment les politiques vont
comprendre la chose et donc mettre les moyens qu'il faut. Mais aujourd'hui, le président de la MEL qui a été réélu, je n'entends pas beaucoup parler, enfin si, j'entends parler de ça, mais je ne vois pas très efficace sur ces sujets-là. Donc, mais après, peut-être que les choses vont changer. Mais à part notre pugnacité, je ne peux rien vous promettre. Monsieur Debresse était vice-président à la MEL pendant des années. Oui, ça n'a pas changé. Et ça n'a pas changé. Donc, comme vous le soulignez, moi, je ne suis pas vice-président à la MEL. Mais bon, je fais preuve de pugnacité. Mais avant de mettre des millions sur la table pour bâtir quelque chose, il y a une première mesure qui est la réduction de la vitesse qui pourrait être une phase transitoire. Ouais. Mais sur les mobilités, alors c'est pareil, le problème des mobilités à Lambersart ou les problèmes de mobilité à la MEL, il est le problème des mobilités même à la région. C'est-à-dire il faut qu'il y ait plus de trains, il y a une réalité, les gens viennent sur l'île. Voilà, cette réalité, on ne peut pas la nier, on ne peut pas l'empêcher. On a beau développer le télétravail, de fait, les gens viennent sur l'île. Donc comment faire venir les gens sur l'île autrement qu'en voiture? C'est ça. Ensuite, quand même, Martine Aubry a réussi à imposer sur son périphérique des limitations de vitesse et autres. Donc on sent que ça évolue, que les mentalités évoluent. Donc je ne dis pas que c'est impossible, ça sera impossible d'obtenir une réduction de vitesse sur la voie rapide, qui serait moins rapide, mais du coup moins polluante. Mais je ne dis pas que c'est impossible. Mais là, pour le coup, je le dis, je ne prends pas de promesses que je ne peux pas tenir. Donc je ne vous dis pas, dans un an, ça sera comme ça. Mais par contre, c'est un problème et on ne va pas le mettre de côté. Alors, parlons de circulation. Lambersart est une zone de passage, d'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas non plus concevoir que sur la périphérie de Lambersart, on ait des parkings qui reçoivent les voitures et d'autres moyens qui soient mis en œuvre pour transporter les personnes? Alors si, bien sûr. Alors sur la périphérie de Lambersart, non, on n'a pas de terrain. Le problème de Lambersart, c'est qu'on n'a pas de foncier. Lambersart, c'est une petite ville. C'est 4 sur 4. C'est une petite ville. Lincel, il y a beaucoup moins d'habitants, c'est 2 fois la surface de Lambersart. Donc c'est une ville très dense, Lambersart. Et donc il n'y a pas de foncier libre. Vous voyez, pour trouver un parc pour les chiens, il faut réfléchir et ça ne nous appartient pas. Donc il n'y a pas de foncier. Par contre, ça c'est sûr, c'est dans les réflexions au niveau de la région et au niveau de la MEL sur les parkings relais. C'est le cas à Saint-Philibert avec le métro. J'ai rencontré donc Roger Vico, le maire de l'Homme, pour plein de choses, mais notamment là-dessus. On a une gare à l'Homme qui est à 150 mètres du métro. Et cette gare ne prend pas de passagers. Enfin, la SNCF, en tout cas, ne mène plus de train de passagers là. On envisage même de la fermer purement et simplement. Tout à fait, tout à fait. Et là, elle est juste ouverte pour qu'on puisse prendre des billets. Mais néanmoins, cette gare existe, elle est là, physiquement, elle est construite. Donc ça ne coûte pas des millions à la SNCF. Ils ne doivent pas construire un truc, elle existe. Et donc il faut réussir à convaincre la SNCF, avec la région, donc là on parle de la région, du fait que ça a du sens dans la multimodalité des mobilités, de ramener les gens de Armentières jusqu'à la gare de l'Homme et qu'après ils prennent le métro. Ou et c'est aussi un souhait qu'on a, qui prennent leur vélo parce qu'on souhaite aménager la ville de Dunkerque de façon à ce qu'elle soit... Donc c'est une réflexion plus globale, mais après on a bien conscience que le trafic dans Lambersart est pour beaucoup constitué de trafic traversant, c'est-à-dire pas de trafic intra-Lambersart. Ce qui fait la difficulté de sortir de certains quartiers. Tout à fait. Et donc je ne vous cache pas que dans le plan de mobilité qu'on va réfléchir en démocratie participative, donc on va réunir tous ceux que ça intéresse, une des idées directrices sera quand même de rendre la traversée de Lambersart plus difficile. De façon à ce que, là c'est dégueulasse pour ceux qui habitent loin, mais bon, de façon à ce que finalement traverser Lambersart soit tellement compliqué, en tout cas rajoute un peu du temps de trajet, qu'ils trouvent d'autres solutions que passer par Lambersart.
Et ça, on ne peut pas interdire aux gens, on ne va pas demander leur carte d'identité. Donc on ne peut pas interdire aux gens de traverser Lambersart. Mais on sait que voilà, si on rend la traversée plus difficile, il y a un certain nombre de personnes qui vont trouver d'autres solutions. C'est très logique. Donc dans le plan de mobilité, il faudra réfléchir à ça parce que les trafics, sur ces horaires, les horaires du matin, du soir, c'est essentiellement des trafics traversants. Oui, je voulais parler de la sécurité, madame parlait des incivilités, donc la sécurité en général. Vous avez aussi voté contre le supplément, on va dire, de caméras de surveillance pour la ville. Mais d'un côté, comme vous avez dit tout à l'heure auparavant, qu'il n'y avait pour l'instant que 9 agents pour la police municipale. Donc s'il y a moins de moyens, on va dire, pour les agents, est-ce que vous avez une date précise ou au moins une année pour nous dire la mise en œuvre et la mise en place des policiers de quartier que vous avez parlé lors des élections? Alors, le passage à 20 policiers municipaux et du coup des policiers de quartier, c'est sur le mandat. C'est 6 ans, enfin 5 ans et demi. D'accord ? J'aimerais pouvoir le faire plus vite. Je ne vous le cache pas, mais je ne vous cache pas que la situation financière de Lambersart, je l'ai dit tout à l'heure, entre 2014 et 2020, s'est singulièrement dégradée, qu'il a fallu emprunter, la municipalité précédente a dû emprunter au mois d'octobre dernier 2,9 millions pour pouvoir payer les employés de la ville. D'accord ? Donc nous on ne va pas faire ça, on va gérer de façon à ce qu'on ne soit pas obligé, parce que l'emprunt c'est sur 25 ans. C'est-à-dire que pour payer le salaire de la ville, on va rembourser tous les mois. Donc ça c'est pas quelque chose qu'on va faire. Enfin, c'est aberrant, mais bon, vous n'avez pas le choix, sinon les gens n'étaient pas payés. Donc, du coup, je suis obligé de faire avec ça. Il n'y a pas de trésorerie, il n'y a pas de trésor de guerre caché, il n'y a pas... bon. Et donc, on va réduire des dépenses, et on est déjà en train de le faire, pour pouvoir embaucher des gens. Et donc, moi, je dis, c'est sur le mandat. Si on peut le faire avant, on le fera avant. D'accord. Mais bon. Et au niveau des caméras que vous ne souhaitez pas mettre en place, on a vu pendant l'été quand même que grâce à ces caméras dans plusieurs villes, des infractions, les auteurs de certaines infractions ont pu être retrouvés. Et il y a aussi l'idée au niveau de l'AMEL qu'il y a un centre avec l'AMEL sur la surveillance et qu'il y a aussi au niveau je crois, des villes de Marc-en-Barœul ou la Madeleine qui souhaitent entre guillemets fusionner pour un centre de surveillance. Vous qui étiez d'accord pour mutualiser certains services entre chaque ville. Donc savoir quel est votre avis. Vous le connaissez mon avis, mais oui. Manifestement vous voulez que je l'explique, donc je vais l'expliquer. Parce que vous êtes très au fait de la politique locale. Donc aujourd'hui il y a des caméras, il y a 101 caméras, enfin 101 axes visionnés par les caméras dans la ville de Lambersart. Ces caméras sont des caméras qui enregistrent, elles ne sont pas visionnées en direct, elles enregistrent. Sur ces caméras, qu'est-ce qui se passe quand il se passe des faits dans l'axe des caméras ? La police nationale, quand les gens sont allés porter plainte, la police nationale demande à la ville « Est-ce que vous pouvez nous donner les images des caméras ?» Donc soit ça s'est passé à 15h10 et voilà, on sait bien, soit ça s'est passé entre 20h et 5h du matin et il faut visionner 8 heures de truc. On extrait, donc il y a un policier municipal qui regarde et qui regarde si les images sont interprétables, utiles, si on voit quelque chose. Sur 2019, il y a 228 demandes de la police nationale, c'est-à-dire 228 faits qui se sont produits sous les caméras. Et retenez ça parce qu'après on va revenir sur l'aspect dissuasif des caméras. Donc 228 faits qui se sont passés sous les caméras. Sur ces 228 faits, il y a 28 images exploitables. C'est-à-dire où on voit quelque chose, où on distingue quelque chose. 228 faits, 28 images exploitables. Sur les 28 images exploitables, donc on dit à la police, il y a 28 images exploitables. La police nous en a demandé 20. Après, je ne sais pas ce
qui s'est passé avec ces vins-là. Ce qu'on sait, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les statistiques qui le disent, c'est qu'une caméra, ça sert à résoudre un fait dans 4% des cas. Donc si les caméras ne coûtaient rien, j'en mettrais partout. Si ça aide dans 4% des cas, effectivement, super. Pour le cas résolu, on est content d'avoir la caméra. Il y a quand même plusieurs cas pendant l'été dans les villes voisines. Oui, surtout l'été, il y en a eu 3. Donc avec, et là on parle des villes voisines où il y a donc au total 2000 caméras, enfin j'en sais rien, d'accord, mais il y a eu 3 faits résolus, c'est super. J'espère que les policiers ils ont résolu plus de 3 faits sur tout l'été, par ailleurs, et sans les caméras, hein, parce que sinon, bon. Et donc, bon, 4%. Les caméras coûtent de l'argent. Une caméra, c'est 12 000 €. Ça dure 10 ans, et encore. Mais enfin, ça dure 10 ans. Donc c'est 1 200 € par an. Et en entretien, c'est 200 € par an. Là-dessus, je ne compte pas les serveurs informatiques qui stockent toutes les images. Et Dieu sait si ça fait des images, hein, parce que 24 heures sur 24 sans caméra, bon, c'est 150 000 € les serveurs, mais on ne les compte pas. Je ne compte pas le policier municipal qui regarde quand la police lui demande. Bon, d'accord. Donc ça nous coûte 1200 plus 200, 1400 fois 100, ça nous coûte 140 000 € par an pour résoudre rien du tout. Résoudre rien du tout, et je le sais parce que depuis que je suis élu, je reçois des mails de gens qui me disent « Ah, j'ai eu ma voiture abîmée, j'ai eu... qu'en est-il ?» Je demande à la police nationale qu'est-ce qu'il en est. Ils me disent bah, les images ne sont pas exploitables. D'accord. J'ai jamais, en tout cas sur Lambersart, j'ai jamais eu aucun retour de la police nationale qui me dit ah bah la caméra a permis de. Parce que même si la caméra elle voit, nickel, ça fait partie des 28 cas où on voit. Et on voit un bonhomme avec un blazer, une chemise bleu-blanc et un pantalon vert. Casser un carreau ou même voler la voiture. Et on voit ce bonhomme avec des lunettes, tout ça, partir avec la voiture. Et on le voit bien. D'accord ? Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce que le policier fait pour savoir que ce bonhomme s'appelle Nicolas Bouche ? C'est-à-dire on me voit, mais le policier, comment est-ce qu'il fait le lien entre l'image et le nom ? C'est impossible. En Chine, c'est possible. En Chine, c'est possible, ils ont la reconnaissance faciale. Donc, effectivement, clac, ils savent que c'est du schmoll. Chez nous, c'est pas possible. Donc, même quand on voit l'auteur des faits, ça ne permet pas de l'arrêter. Ça permet de l'inculper. C'est-à-dire qu'effectivement, si le type est arrêté pour autre chose et que le policier dit tiens, au fait, lui, je l'ai vu là, ouais. Donc, ça, ok. Mais même être vu ne permet pas de savoir qui a fait la chose. Et tous ceux qui vous disent autre chose sont des menteurs. Parce que c'est comme ça. C'est ainsi. Mais c'est vrai que l'État et un certain nombre de maires, parce qu'on a moins de moyens, et donc depuis Nicolas Sarkozy, les policiers nationaux, il y en a de moins en moins, hein, d'accord ? Donc moins de moyens, donc on dit on va mettre des caméras. Et ça va remplacer. Et les gens, en général, se disent ah c'est super. C'est super, si j'ai une caméra devant chez moi, il ne va plus rien se passer devant chez moi. Or c'est faux, je viens de vous le dire, puisque bien qu'il y ait des caméras, on a quand même 228 citoyens lambersartois qui sont allés porter plainte, alors que c'était dans le champ d'une caméra. Et il y en a plein qui ne sont pas allés porter plainte, parce que pour un rétroviseur cassé, aller au commissariat de la Madeleine ou à l'île Sud, bon, il y en a plein qui ne vont pas. Donc il se passe quand même plein de choses sous les caméras, donc c'est même pas dissuasif. À Marcq, les caméras sont surveillées, c'est-à-dire que nous c'est enregistré, à Marcq c'est surveillé. C'est-à-dire qu'il y a des ASVP, il y a des agents de surveillance de la voie publique, qui sont donc dans un local et qui regardent 40 écrans. Je mets au défi quiconque, au bout de 10 minutes, de ne pas avoir l'esprit qui divague quand on a 40 écrans à regarder. Et en fait, quand on a 40 écrans à regarder, eh ben on ne voit rien. Le seul intérêt à Marcq, et j'ai discuté avec eux, c'est la nuit. Parce qu'ils ont des ASVP la nuit qui surveillent les caméras aussi. D'accord ? Et là, les types s'ennuient tellement
parce que la nuit il ne se passe rien, hein, donc ils s'emmerdent. Que quand il y a une voiture qui apparaît et qui roule lentement, les types s'amusent à le suivre. C'est un jeu, finalement, autant s'occuper. Ils s'amusent à suivre de caméra en caméra. Et effectivement, s'il y a 3 gugus qui descendent de la voiture, il est 3 h du matin, ça, ils appellent leurs collègues en disant tiens, va rue machin, parce qu'il y a peut-être un truc louche. Mais attention, on a le droit d'aller en voiture la nuit dans les rues, on a le droit de sortir de sa voiture et de se balader dans la rue, c'est pas interdit, c'est pas un délit. Donc c'est vrai que les policiers municipaux de marque, qui sont là la nuit aussi, les policiers municipaux de marque, se rendent sur les lieux. Et c'est vrai que ça peut avoir sans doute un effet dissuasif parce que les 3 gugus, qui avaient peut-être des intentions malveillantes, du coup là, ils remontent dans la voiture et ils s'en vont. Donc dans ce cadre-là, parce qu'on sait que le terrain est important aussi. Mais nous n'avons pas les moyens de mettre déjà des policiers municipaux dans la rue la nuit et 2 ASVP qui toute la nuit regardent des écrans, c'est pas possible. Donc je maintiens cette position qui est de dire si les caméras ne coûtaient rien, on en mettrait partout, mais ça coûte de l'argent et cet argent je préfère le mettre dans la présence d'êtres humains, de policiers municipaux dans la rue. J'espère, on va le faire, ça c'est sûr, j'espère pouvoir le faire avant les 6 ans. Après, à chaque fois que je suis interpellé, et par M. Caudron par exemple, je lui dis, mais amenez-moi une étude qui montre l'efficacité des caméras. Amenez-moi une étude, une seule, qui montre l'efficacité des caméras dans la rue. Dans le métro, ça sert. Dans les immeubles privés, une caméra, ça sert. Dans la rue, amenez-moi une étude. Et par contre, des études qui montrent que ça ne sert à rien, j'en ai 10. Comprenez bien, c'est pas, moi je ne suis pas en disant oh là là, les libertés individuelles, non, pas de caméra, c'est. Non, c'est pas ça le truc. C'est du pragmatisme. Ça coûte de l'argent. Est-ce que cet argent, il est utile? Moi, je paye chaque année, la mairie paye chaque année 120 000 € pour résoudre quoi? Pour résoudre quoi? Pour que un citoyen, 2 citoyens puissent avoir justice sur le fait qu'on a rayé leur voiture. Putain, c'est quand même cher. C'est quand même cher pour ça. C'est désagréable d'avoir sa voiture rayée, moi le premier. Mais moi, en tant que maire, je ne peux pas dire oui, on va mettre ça pour résoudre rien du tout. Mais je le redis, hein, si on m'apporte des vrais arguments et pas des arguments démagos, du genre, du coup, tous les délinquants vont savoir qu'à Lambersart, il n'y a pas de caméra, ils vont tous venir ici. Les délinquants, ils s'en foutent. À Marcq, qui est pourtant surveillé, ou c'est pourtant surveillé, il y a des délinquants, il y a des vols, il y a des cambriolages, il y a des agressions. Donc franchement, ils s'en foutent. Donc si on m'apporte des vrais arguments, je suis prêt à discuter et à changer d'avis. Mais mon avis, il est fondé sur ces réalités-là. Et pas sur la démagogie. Ça jamais la démagogie. Merci à vous de m'avoir interpellé. Et je le redis, c'est bien que la com organise ça pour le journal municipal, mais n'hésitez pas à m'interpeller de toute façon. Alors après, si c'est injurieux et pour rien, je réponds pas. Mais si c'est intéressant, bien sûr, je réponds. Et alors, je finis. Donc je fais pas de promesses. Et quand je réponds, c'est oui ou non ou je sais pas. Enfin, parfois je sais pas. Et réfléchissons ensemble. Mais ça ne sera pas toujours oui. C'est ça aussi. Je n'hésite pas quand il y a des demandes qui ne sont pas cohérentes, je n'hésite pas à dire non, c'est pas possible. Enfin voilà, donc après à vous. Il y a du café encore si vous souhaitez. On peut continuer à discuter.